Salut les artistes, comment ça va bien? Bientôt Noël. Mais quand ils verront la vidéo, ça sera Noël, je pense. Voire même le jour de l'an. Moi j'aurai mon nouveau setup. Bravo à toi. Oui, on est très nombreux aujourd'hui, c'est cool. Bon, il en manque un, mais il a une excuse, il va apparaître après. Comment ça va, Kevin? Ça va. Merci de m'avoir invité encore comme... Tu fais partie de l'assaut, donc... Comment ça va? Toujours des films à trouver, donc ça va. Ouais. Comment ça va, Julien? Moi ça va mal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je déconne, j'avais juste envie de pas te dire que t'étais bien. Non, ça va très bien. Toi, tu veux briser l'ambiance, toi. T'as fait une Richard en fait. T'as fait une Richard, là. Ouais, il manque tellement. Mais il va arriver. Comment ça va, Florian? Ça va très bien, très content d'être là avec vous. Ravi de te revoir. Oui, c'est cool. Et nous avons deux invités. Salut. Bonjour. Alors, prénom? Noir. Pauline. J'ai retenu. Comment ça va? Ça va super. Ça va super. On prépare les fêtes de fin d'année. Et oui, C'est ça. c'est la bonne période de l'année là. Ah bah oui. On sait qu'on va manger des bons trucs. Oh, Ça fait et plaisir. on va grossir. Et les cadeaux. Et les cadeaux. Et donc, comme l'émission va parler d'amitié, bon, il y a Noël aussi, mais ça va beaucoup parler d'amitié ce soir. Donc, Pauline, et je sais plus ton prénom à chaque fois, excuse-moi. Noir, je vais y arriver. Vous représentez, enfin, vous faites partie d'une association qui s'appelle l'Utopia, c'est ça? Tout à fait. C'est quoi comme asso? Alors en fait, c'est une association de rencontres amicales. Donc avant, ça s'appelait les Soirées du Goût. Et donc ça a été créé par un gars qui s'appelle Méric. Au début, il a commencé par faire des soirées chez lui en invitant des inconnus. Donc il échangeait un petit peu avec eux avant et après il les invitait chez lui pour faire la fête. Et en fait, ça a tellement bien marché, il y a tellement de gens qui sont venus que du coup après, en fait, ils ont fait différents événements. Donc il n'y avait plus que les soirées à domicile, mais il y avait aussi des soirées blind test, des soirées karaoké, des restaurants d'organiser, etc. Et du coup, il a créé aussi une communauté sur Discord où du coup les gens peuvent échanger entre eux aussi, partager la musique qu'ils aiment bien, le film qu'ils aiment bien, donc avec plusieurs petites catégories. Et puis du coup, moi j'ai rejoint l'association il y a à peu près un an, on va dire, quand je suis arrivée du côté de Rouen, parce que je connaissais pas grand monde. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on arrive dans le coin. C'est sûr. Et c'est une collègue à moi qui m'en avait parlé. Donc à la base, j'en ai entendu parler et peut-être, je sais pas, 6 mois après ou autre, j'ai fait une première sortie avec eux. Et du coup, au début, c'était dans un bar, donc les gens super sympas, il y avait déjà du monde. C'est toujours un petit peu stressant parce qu'on se dit, on sait pas qui sont les gens, on connaît pas forcément les têtes. C'est sûr, hein, c'est un peu la roulée. Mais au final, c'était super sympa, les gens très chaleureux, très bienveillants. Du coup, j'ai apprécié, et puis j'ai refait une autre soirée. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens sympas. Du coup, j'ai eu aussi envie de m'investir un petit peu en tant que bénévole pour faire perdurer aussi l'asso, apporter aussi des petites choses sympathiques. Et vous faites quel genre de sortie? Enfin, de mon débat, il y a des sorties bar et tout ça. Des sorties sportives, Ah oui. karaoké, aussi on aime bien. Bar à jeux de société, oui. ça peut être une exposition. C'est vraiment très varié. En fait, les membres peuvent proposer chacun une sortie. Donc si, je sais pas, quelqu'un même a envie d'aller acheter les cadeaux de Noël avec quelqu'un, il peut proposer la sortie. Pourquoi pas? Une fois, nous, je sais qu'on avait été à Ikea avec quelqu'un qui venait d'arriver, s'installer, du coup il avait besoin d'acheter des trucs pour son appart, on avait été avec lui, c'était super sympa, on avait mangé petit McDo. C'est un bon challenge Ikea. C'est un bon challenge. Pour voir lequel t'as craqué avant. En vrai, oui, c'est un défi. Hein. Tu veux vivre une aventure? Va chez Ikea. Un peu tout en fait. Tu vas te prendre pour Indiana Jones. C'est vrai qu'on peut faire tout et n'importe quoi, c'est ça qui est sympa. On a aussi fait la sortie Fort Saint-Romain cette année. De ce que je sais. Ouais, moi c'est vrai que j'étais pas, mais toi tu étais peut-être. Ah non, mais j'en ai entendu parler que pas mal de membres se sont motivés. En plus, c'était la période. Et les tranches d'âge, c'est très global ou c'est une tranche d'âge spécifique? Je vais m'intéresser. Non. C'est pour donner envie aux gens de... Tranche d'âge c'est 18-35 ans pour l'instant. D'accord. Et en fait, après, quand il y aura un petit peu plus de bénévoles, tout ça, on pourra ouvrir un petit peu plus. Oui, en fait, ouais. Voilà, c'est c'est comme la l'histoire soie de- grossit. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Et après, je suppose que durant les sorties, c'est pas forcément les mêmes personnes.
Non, c'est souvent en fonction de la motivation de chaque personne, parce qu'on a tous un rythme de vie différent. Oui. Et donc, on voit des nouvelles têtes à chaque fois, c'est ce qui peut être intéressant, mais il faut du monde, des bénévoles aussi qui viennent pour pouvoir créer de l'engouement et venir. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez, chez Utopia. Surtout ouais, si vous êtes de la région rouennaise ou autour. Je pense que c'est voilà, surtout si comme toi vous connaissez personne ou vous venez d'arriver. C'est vrai, et en fait même parfois quand on a des amis, parce que moi maintenant c'est mon cas, depuis le temps je me suis fait des amis aussi autres qu'avec l'association, et ben en fait on peut faire des sorties qui sont différentes, parce que parfois nos amis ils ont peut-être pas envie d'aller voir le même film que nous au cinéma, ils ont peut-être pas envie d'aller faire un cours de danse, ils ont peut-être pas envie de faire un bowling, et du coup on n'aime pas forcément les mêmes restaurants, et du coup ça permet aussi aux gens qui ont déjà des amis de faire des nouvelles rencontres sur des choses qui les intéressent, des points communs, des centres d'intérêt différents. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'association. D'accord, ok. Et comment on rejoint cette association du coup? Alors il suffit de nous envoyer un petit message sur Instagram, donc c'est Utopia Friends. Et en fait, vous pouvez faire une visio d'accueil avec un bénévole qui vous explique l'association, le fonctionnement, comment ça se passe. Et après, vous avez un mois d'essai gratuit pour voir un petit peu comment, si ça vous plaît, etc. Et si ça vous plaît, après, vous pouvez adhérer à l'association. D'accord, ok. Quand il y aura ma tranche d'âge, je viendrai. Pour bientôt, j'espère. Après, pour les bénévoles, on prend tout âge. Oui, D'accord. Ah, Ça, je suis là pour manger si vous voulez faire bénévole. on va tous savoir. Pour cette année. pour cette année. L'année prochaine, je serai plus là tranquille. En plus, vous avez du très bon matériel pour filmer, donc ça peut être super. Voilà, ça sent un partenariat qui est en train de se faire. Ça y est. En tout cas, voilà, c'est un très beau projet parce qu'en fait, je vais expliquer pourquoi je vous ai invité par rapport à la thématique. Donc l'amitié, j'ai trouvé ça parlant en fait, et j'ai découvert votre asso via Instagram. Comme ça, en fait, j'ai vu une publication, enfin j'ai vu le logo surtout qui m'avait interpellé. Le loup. Et je dis tiens, c'est quoi? Et Un loup. un loup, c'est un loup. Alors là, vous m'avez dit, mon totem blanc. Ouais. C'est un loup, coucou Richard. Loup. Oui, alors Et, pour les spectateurs, ils vont pas comprendre, ils vont dire pourquoi ils sont pas Non, on tourne. Moi, je trouvais ça plutôt pertinent de quand on a commencé à réfléchir sur cette thématique-là, on s'est dit, bah tiens, ce serait intéressant de lier les deux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ce genre d'assaut-là pour sortir, voir du monde, voir des nouvelles têtes et se faire des amis. Transition. Yes. Honneur aux invités, mine de rien, parce qu'ils ont choisi un film, ils se sont prêtés au jeu et on vous remercie beaucoup, parce que c'est vraiment difficile. Et en plus on a une bonne musique en intro, c'est super. Non. Et donc vous avez choisi un film français. Pas si récent que ça, mais un peu quand même. Beaucoup plus récent que le mien par exemple, comme d'habitude. C'est moi qui te bats pour le coup, c'est moi le plus vieux. Oui, ah oui, purée, tu m'as battu. Mon film le plus vieux. Yes. Je suis plus vieux. Ça fait pas de toi un jeune. Oh, du tout. Ça raconte quoi, Intouchable? Oh là là. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Intouchable, sauf si tu veux présenter. Ok. C'est l'histoire d'une personne qui vit dans un milieu, on va dire pas défavorisé, mais dans un milieu urbain populaire et qui va chercher du travail, enfin pas vraiment chercher du travail, mais aller à un entretien pour demander à ce qu'on lui signe un petit bout de papier pour le montrer à Pôle emploi comme quoi il est bien parti chercher du travail. Et oui, ça se fait encore de nos jours, hein, même Pôle emploi nous scrute. Oh, c'est pire de nos jours. Ah,
Et limite, ils veulent nous filmer pendant qu'on passe l'entretien pour être sûr qu'on y est. Ouais, ouais. Voilà qu'on s'y revenir. Et en plus, du coup, cette personne-là ne voulait pas faire l'entretien et finalement s'est fait rappeler par François Cluzet lors de cet entretien, car il avait accroché avec lui parce qu'il paraissait beaucoup plus naturel et beaucoup plus vivant que les autres personnes qui étaient venues, qui étaient plus en mode machine. Moi, je sais soigner, moi, je sais bander les personnes, des choses comme ça. Enfin, on va couper ça au montage, s'il vous plaît. Et du coup, lui, il était plus sur le côté humain et c'est comme ça qu'il s'est fait embaucher. Et ensuite, il y a eu toute l'aventure du film qui s'est créée. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. Pourquoi ce choix de film? Parce que c'est un film qui a été très très populaire quand il est sorti. C'était un film très simple, parce que quand on regarde le film, il n'y a pas énormément d'acteurs, il n'y a pas énormément de décors. Et pourtant ça a cartonné, parce que du coup en fait, ce qui était le sujet principal, c'était vraiment les deux acteurs qu'on voit beaucoup, qui échangent beaucoup. Et on voit vraiment l'amitié se construire entre les deux acteurs. Au début, c'est des parfaits inconnus, ils se connaissent pas, ils vivent pas du tout dans le même milieu. Et en fait, au fur et à mesure du film, ils vont apprendre à se connaître, ils vont partager aussi des centres d'intérêt. Omar Sy fait écouter une musique à la personne qui est handicapée, l'autre il lui montre comment peindre des œuvres d'art qui valent une fortune, alors que c'est 10 000 c'est €. 2-3 coups de pinceau. Et en fait c'est rigolo parce que voilà, c'est deux personnalités très très différentes. Au début Omar Sy il est vraiment chill, tranquille, il parle à la cool, alors que l'autre personne elle est plutôt un peu guindée, langage soutenu, très formel, etc. Et en fait on va voir qu'au fur et à mesure du film, cette personne qui était très guindée, etc., va se décontracter, prendre un petit peu plus d'aisance, ou peut-être à un moment donné, il avait un peu perdu goût aussi à la vie. Ouais, c'est Omar qui leur lâche un peu, qui leur donne un peu goût. Par exemple, à un moment, sur une des scènes où ils doivent sortir, aller se balader, d'habitude ils prennent le van où François Cluzet est à l'arrière et puis Omar ou bien l'aide-soignant est devant, et Omar lui dit bah non, en fait on va prendre la voiture de collection qui est là, qui prend la poussière, et on va profiter, s'amuser avec cette belle voiture, et donc il casse les codes à ce moment-là. Et donc c'est deux amitiés, deux personnes qui viennent de milieux différents, et donc avec des codes différents qui réussissent à se comprendre avec le temps. Oui, puis du coup c'est touchant parce qu'on s'attache aux personnages autant à l'un qu'à l'autre. Et du coup au fur et à mesure, la personne qui était handicapée, qui avait perdu goût à la vie, elle va reprendre goût à la vie, elle va profiter, elle va retrouver le sourire, elle va faire des dates, ça va être vraiment crescendo pendant tout le film. Et même Omar Sy qui avait une petite vie posée, tranquille, il va apprendre des choses, du coup il va progresser aussi dans sa vie personnelle, il va devenir un petit peu plus rigoureux, etc. Le fait d'avoir ce travail-là, ça va vraiment lui apporter aussi un plus dans sa vie. Un peu plus mature et réfléchi dans ses actions. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il va être quelqu'un de plus posé aussi. Parce que les deux vont déteindre sur l'autre de façon positive, en fait. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans cette histoire. Après, ça parle aussi du handicap, on va pas se le cacher. Le handicap est un sujet aussi qui est souvent tabou. Dans beaucoup de films, on n'en parle pas forcément. Après, dans la vraie vie, on n'en parle pas forcément aussi. Et ça a aussi lancé un gros sujet sur le handicap, où après, il y a eu beaucoup de films sur le handicap. Il y a eu Encore malade, je crois que c'était après, Encore malade. Je sais. Oui, c'est après. Et, ouais, c'est après, après. il y a eu le film avec... Même encore récent avec Artus. Ouais, un petit truc en plus. C'est ça, ou sur la piscine, là, je sais plus si c'était des nageurs, je crois. Enfin, du coup, ça a vraiment aussi relancé un petit peu le débat aussi du handicap. Je vois quel film ça, mais je me rappelle. Et nous, c'est vrai que, pareil, nous, c'est des valeurs
qu'on veut partager. Nous, dans notre association, tout le monde peut venir, qu'on soit handicapé, peu importe le bord, enfin, si on est hétéro, bi, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe voilà, qui on est. En fait, venez comme vous êtes, c'est un peu comme le Laxo. C'est oui, voilà. Et voilà, c'est le but de partager. J'espère que vous êtes un peu plus sain quand même. Ça dépend. Vous mettez pas des IA dans vos publicités. Ah, non, c'est ça. Mais c'est un peu pareil parce que du coup, en fait, on va retrouver des personnes très différentes les unes des autres qui viennent pas forcément des mêmes milieux et on va apprendre les uns des autres des passions, des idées, des livres. Moi, ça voilà, nous permet de nous vraiment, ouvrir à d'autres cultures c'est ça. et c'est le but. C'est Et ça. aussi d'être beaucoup plus humain vis-à-vis de la vision qu'on a de la société. Parce que maintenant, chacun choisit un peu son groupe et vit dans ce groupe-là avec ses amis, ses cultures. Et finalement, on a rarement l'occasion de se mélanger, d'échanger avec des personnes qui ne viennent pas du tout de notre entourage. Et ce qui est un peu dommage finalement, parce que dans un milieu où on est beaucoup plus connecté, finalement, on est plus connecté, mais vers notre centre d'intérêt, pas les centres d'intérêt. Vers une zone de confort, d'une certaine manière. C'est ça que le film On fait Intouchable il casse un petit peu là-dessus. Donc, Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. oui, c'est vrai. Merci de le rappeler, parce que c'est vrai, j'avais un petit peu zappé. C'est vrai, c'est une vraie histoire. En plus, je crois qu'ils font voir à la fin les vrais personnages. Oui. Bah, puis en plus, durant la promotion, on a vu, Ouais. on les a vus à la télé ou ce genre de choses. Donc, Et messieurs, vous avez vu ce film, je suppose? Oui. Vous en avez pensé quoi? Bah, c'est un très très bon film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a ce côté vraiment chaleureux et puis voilà, puis ça prend des super valeurs. Donc, J'avoue qu'à ma première vie, moi je l'ai vu qu'une fois ce film au cinéma. C'était juste de base pour faire plaisir à ma mère qui, dès qu'il y avait un film de ce genre, sortait pour y aller. Mais j'avais été plutôt agréablement surprise parce que j'avoue qu'à chaque fois que j'avais eu ma mère qui choisissait un film, j'avais été très déçu. C'est mal ça. Désolé. Hein. Bah, on va dire que quand tu vas voir Bronzé 3 ou que tu vas voir Taxi 3, ouais, mais tu non, vas voir non, Podium, Taxi, allez. Oui, mais là c'était Intouchable 1, ça passe. Voilà, c'est Intouchable 1, c'est collector. Pendant longtemps j'étais un petit peu très... Quand on me disait un film français, je me disais oh, ouf, ok. Et là je suis sorti du film, j'avoue que j'avais été plutôt vraiment surpris. Même surpris d'ailleurs de même beaucoup de public qui avait eu, mine de rien, une petite larme, je dirais pas une larme de tristesse, plutôt une larme de joie. Il est différent quand j'ai été voir la rafle, évidemment c'est vrai. C'est pas les mêmes genres de larmes. Tu n'as pas la même chose. Non là les gens, j'ai vu qu'ils avaient une petite larme de joie, ils ont rigolé, c'était plutôt sympa. Mais non, la rafle, personne parlait. Tout le monde sorti de la salle en mode ok. ouais, puis les gars ils marchent bien dans, Oui, les gars, ils marchent dans bien. Intouchable, pas dans la rafle. Oui, non, là il y en a pas trop. C'est sûr que... Une blague de D'ailleurs, je crois que mon gag préféré dedans, c'est quand un salopio, on va dire ça comme ça, qui se garde devant l'entrée. Et Claude va le prendre et va faire un délire avec le délire de l'imprimante. En genre, t'imprimes, il va coller la tête contre le panneau interdiction. Stationnement interdit. Stationnement, puis il dit maintenant t'imprimes, et tu te barres. J'avoue que ça a bien fait rigoler. Ma perso j'aime bien, c'est la scène avec le tableau, là, avec les 3 taches de sang. Avec Son tableau, je crois ça que me rappelle le Juan Romano Chicalesco, là, tout ça dans la France. Mais en fait, c'est devenu, comme tu as dit en introduction, c'est un film populaire, mais qui a touché énormément de gens. Alors, à titre personnel, moi j'ai passé un bon moment, j'ai compris le truc. Après, bon, je vais peut-être un peu changer, j'avais l'impression de m'en trouver devant le téléfilm TF1 par moment. Voilà. Bon, ça c'est le problème. C'est mon avis à moi. Je vais être chiant ce soir. Je le sens. Oh là. Non, c'est que on sait tous qu'après le succès, donc Omar Sy a eu le César du meilleur acteur pour ce rôle. Moi, je l'aurais donné à Cluzet. C'est vrai que Cluzet. Parce que Cluzet incarner un tel rôle, c'est pas facile et il le fait très bien. Moi, j'aime pas Cluzet. Parce qu'en plus, il s'est pris plein de remarques à l'époque, comme beaucoup, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui se fait, bon, les haters, ils sont toujours là. Peu importe qui est l'autre. Donc rapidement, ça va dire, ouais, non, vous avez mis quelqu'un qui était pas handicapé, vous avez mis quelqu'un qui est handicapé, blablabla. Et je trouve que Cluzet fait une belle performance de je trouve intéressant pour un acteur justement de se mettre dans la peau de... Quand tu fais un film comme ça, comme Marcus et autres, par exemple, faire un film où tu veux justement parler, dans les faits, comme on disait juste avant, de tabous qui se parlent pas assez dans la vraie vie, je trouve que c'est important pour un acteur et pas forcément de dire, parce que c'est vrai que surtout de nos jours on est dans le délire de l'inclusivité à mort, donc rapidement c'est toujours, il faut que tu fais un film là-dessus, il faut que tu fais un film, je sais pas moi,
Avatar même a été aussi critiqué dessus. Vous faites Parce qu'il fallait des vrais extraterrestres. Non, il fait... Alors non, c'est en gros c'est On des cherché. cultures qui prennent des cultures un peu indonésiennes, je sais plus trop que dedans, donc ils mettent des indonésiens. Ça s'appelle colonisation. Ça s'appelle du cinéma. Et On moi, c'est un raconte peu des une histoires. forme de raciste indirect qui se fait avec ça. Je comprends le vouloir de faire ça, mais je trouve que c'est pas mieux parce que justement, le but c'est de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la vie d'un handicapé par exemple. Bah Et du coup, de mettre un acteur qui va vivre cette vie d'un handicapé et qui va pouvoir en parler de son expérience. Du coup, ça permet d'avoir une réaction de quelqu'un extérieur à ça. Et si tu avais mis un handicapé, ok, cool. Ah oui, le Mais réalisme, il aurait voilà. été là, mais. Ça aurait été là. Ça aurait été là. On aurait dit, c'est cool, j'ai mis un handicapé. Et sauf que ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle que il en parlait souvent de cette expérience qu'il a vécue grâce au film. Et justement, je trouve que c'est comme ça qu'on peut permettre d'apprendre un peu plus sur des gens que généralement, la plupart du temps, il faut s'avouer, la plupart du temps dans la vie, personne On les croise on croise rarement. En plus, ça reste dans le métier de l'acteur. L'acteur, il incarne. Car, voilà. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi que ouais, Cluzet, il aurait dû Plusieurs, mériter pour moi, plusieurs a mérité. Comme c'est Marcy, bon, j'avoue, C'est comme. il est très humain dedans, il fait Oui, très voilà, rire, voilà. très Bon, rire, j'ai- mais à part ça, il reste dans une côté très comédie française qu'on connaît. Oui, Et, dans il sa fait juste rien rire, c'est tout. Oui, mais la force du film, c'est surtout l'amitié qui est en train de se créer. Ouais, C'est la connexion qui est en train de se créer. Deux Et ça milieux marche. sociaux différents. Voilà, et ça marche très bien. Mais c'était vraiment juste pour revenir Mais sur le fait que Je pensais, Cluzet aurait dû en fait, mériter. parce que je pensais à ça, il y a plein d'exemples de comédiens qui ont incarné des personnes handicapées. J'en pense un qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Tom Cruise. On le cite pas assez. Ah, Raymond Oui, avec, né un 4 juillet. Né un 4 juillet, qui a une histoire vraie. Donc on suit un jeune qui a fait la guerre du Vietnam, Ah, celui-là, qui s'est ok. pris une balle dans le dos, il finit en fauteuil roulant. Et il retourne aux États-Unis. Ah oui. Mais il est à la fois Mais il y a accueilli Tom Cruise. comme un boucher, parce qu'il a fait la guerre du Vietnam, c'est tous le contestent, et en même temps, il est accueilli en héros, mais par la vieille Amérique, on va dire. Et en fait, lui, est entre les deux, quoi. C'est devenu un des plus grands représentants contre la guerre en fait. contre la guerre en fait. Parce que quand il est revenu au Vietnam, il s'est battu contre le fait de la guerre du Vietnam. Et Tom Cruise c'est pas est sublime dans le film. Mais vraiment, il a vraiment incarné à la perfection Oui, c'est pas fait. Né un 4 juillet. Ah, je le connais pas non plus. Donc je vous conseille, si Je vous voulez connais voir pas, Tom ouais. Cruise Bah, surtout que différent. j'aime beaucoup Ouais, le tout jeune, ouais. Un peu là. Bah, il a 36 ans le film. Ah oui. Ah ouais, quand même. Ah, quand on vous dit qu'il aimait les films de vieux, c'est C'est pas Ah, ça frise la paresse là, faut renvoyer un peu. Je trouve que votre choix est très judicieux et c'est super représentatif à la fois de la thématique, à la fois de votre asso, je trouve. Bravo. Nous revoilou, nous revoilì. Oh Donc- waouh Ouais, ouais. Pardon, me revoilou. Nous revoilà aussi. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Non, rien. Parce que il dit que t'es vieux, donc t'as fait un vieux terme. D'accord. C'est comme dire, salut les potes, elle compote. Les voyages forment la jeunesse. Hop, ça y est. Bah, si, en plus ça vient d'un film. Enfin bref. Merci encore aux deux membres de l'association Loutopia de nous avoir partagé leurs connaissances et surtout de nous avoir présenté l'assaut qui a l'air super intéressante et j'ai envie de découvrir un petit peu plus le truc. Voir des nouvelles têtes. Ouais, voir des nouvelles têtes. Ouais. On ira tous les deux si tu veux. Comme ça on sera pas tout seul. Après, ça va, t'as la chance de bien avec moi, généralement on me dit toujours que je suis un petit peu trop social. Donc ça me dérange pas. Ouais, Et moi, on va continuer donc avec toujours cette thématique Noël et amitié. Et pour une fois, messieurs, c'est pas moi qui commence, parce que je n'ai pas choisi le plus vieux film. C'est Kevin! La vie est belle de Frank Capra. Donc Frank Capra, qu'on restitue, il n'a pas réalisé que La vie est belle. Non, évidemment non. Il a réalisé quoi ce garçon? Non, c'est un très gros acteur, il a notamment réalisé Monsieur Smith va au Sénat. Excellent.
Il y en a un autre en tête, mais j'ai oublié. New York, Miami. New York, Ou Miami, New York. Chaque fois j'ai fait New York, Miami. C'est New York, Miami, merci. Ils sont pas très New York, Miami. Il y a le film L'Enjeu, je crois que c'est un Oui. film qui s'appelle L'Enjeu, qui pour lui est son meilleur. Ouais, c'est avec qui déjà la vie C'est avec James Stewart et Donna Reed. James entre autres. Stewart, une légende du cinéma. Oui, totalement. Très clairement. Il a joué dans Fenêtre sur cour. Oui, bah, dans Monsieur Smith va au Sénat. Il a joué dans. L'un de mes films préférés, je suis obligé de le Dans citer parce Vertigo. que. Oui, mais l'un de mes films préférés, je suis désolé, parce que c'est grâce à ce monsieur que j'ai découvert Rendez-vous, Oui, qui est un de magnifique. Ernst Lubitsch qui Oui. est incroyable. Découvrez Rendez-vous. En plus, Noël. Oui, c'est vrai que c'est un peu Noël. C'est un peu Noël et en fait le film se passe durant Durant la période de durant- Noël. thématique en fait depuis tout à l'heure. Ouais. Rendez-vous. C'est un magnifique film, c'est un film sublime. Voilà, j'aime ce film. Merci. Oh, mignon. Voilà. La thématique des amitiés. Voilà. Oui, l'amitié. Et de Noël. Après, C'est un bonnet, c'est bon. C'est pas devant la caméra. J'ai pris mon bonnet de Noël moi. alors, James Stewart, voilà, c'est l'une des plus grandes légendes du cinéma américain. Avec aussi Donna Reed qui joue sa femme dedans, qui joue Marie, sa femme. Marie ou Madeleine en français. Et on a aussi Lionel Barrymore qui est le grand-oncle de Drew Barrymore, un peu qui joue Monsieur Potter, qui est en gros le Scrooge du film en fait. Well, who are you? I told you, George, I'm your guardian angel. What is it you want, Barry? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Ça raconte quoi alors? Alors nous suivons George Bailey qui est un jeune homme qui a des tonnes de rêves dans la vie et qui en fait va renoncer petit à petit à ses rêves, mais qui va gagner beaucoup plus en termes de richesse, pas en possession mais en amitié. Et c'est vraiment un des plus grands classiques de Noël en fait. Il est pris par stupéflip. Non, la musique est insupportable en fait, c'est pour ça. On a un fond de musique et je pense que vous allez l'entendre. C'est évident. Avec la musique. Mais le contraste avec la musique. Le contraste, la vie est belle de Franck Capra, stupéflip est quand même. Et du coup, voilà, c'est un des plus grands classiques de Noël qui a été référencé des centaines de fois. C'est l'un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma, tout court, oui. Clairement. Oui, mais après, il est considéré vraiment comme un des J'ai déjà fait ce que j'ai jamais vu normalement. Moi je le connais qu'à travers Gremlin. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que du Gremlins, il y a aussi Retour vers le futur 2 qui est une Ah scène oui, qui- oh la vache. Oui. Oh putain, parce que moi pareil, je l'ai vu que récemment, mais c'est vrai que du coup quand j'ai vu la scène, j'ai fait oh non. Et après j'ai fait non mais Ouais, genre la et puis en scène, fait la scène de Marty de 1985 alternative, donc avec Big Town, tout ça, c'est quand il va dans la rue et qu'il voit tout, c'est clairement une référence à la vie est belle. D'accord. puis quand il est sur la tombe de son père, Mais quoi. aussi, oui. Père, oui. C'est le même plan. Parce C'est que- incroyable. C'est génial. C'est génial. Parce que oui, il y a un petit truc qui vient un peu plus tard dans le film, qui est une réalité alternative, on va dire, avec le personnage de George Bailey et Clarence, son ange de seconde classe, qui lui doit gagner ses ailes en aidant George Bailey, et c'est vraiment un magnifique film. Ça parle vraiment d'amour, ça parle de famille, ça parle de l'importance qu'on a que les gens peuvent avoir sur la vie d'autres en fait. Et à une très grande échelle, parce que c'est à une échelle de toute une ville qui s'appelle Bedford Falls, donc qui est aussi très référencé dans Gremlins, tu l'as dit, parce que Easton Falls c'est clairement une référence à Bedford Falls. Oui, et donc, de toute façon, le film avait été un peu construit comme ça, avec une caricature, enfin pas caricature, mais un côté sarcastique de ce film, avec un extrait d'ailleurs, il me semble. Oui. On voit la mère de Billy dans les Gremlins qui regarde le film. elle a le film, qui est un merde de film. Mais en fait, en plus, le film, enfin, on fait un petit aparté sur les citations, mais ce film-là fait partie de ces films qui est très, très, très cité dans d'autres films. Et puis surtout dans les séries, t'as forcément Oui. un épisode où c'est tel personnage regarde un monde alternatif où lui n'existe pas et il se rend compte que c'est la merde sans lui. C'est devenu un des tropes
actuellement, mais c'était lancé par ce film-là, je crois. Bah c'est comme Un jour sans fin qui se fait reprendre dans toutes les séries aussi, tu vois. Oui, La boucle temporelle, c'est le même truc. Série, film, même dans des... Maintenant on le fout même dans des films de genre thriller pendant quelques temps, là il y a eu au moins 4-5 films thrillers avec ce délire là, il y a eu Happy Bird Death, qui est très drôle. Ouais, oui, qui est très drôle. Et tu vois, mais tu trouves plein de séries où tu te dis, bon bah ça c'est l'épisode Groundhog Day, ça c'est l'épisode... Voilà, c'est vrai, du coup, et je dirais même un peu plus loin, parce que en parlant, en t'écoutant, il y a un autre film, il y a même des films aussi qui se sont inspirés de La vie est belle. Oui, dans leur structure, je pense un film, alors qui n'est pas très cité, mais je vais le citer même si je déteste énormément le réel, Family Man, avec Nicolas Cage, réalisé par Brett Ratner. Voilà. Attends, moi j'ai pas vu celui. Nicolas Cage est très bien, il est très bon et ça reprend la même structure en fait. C'est Nicolas Cage qui est célibataire, endurci, qui avait un amour de jeunesse qu'il aurait pu partir avec elle, il a refusé. Voilà. Et en fait il se réveille un matin et il découvre que il vit avec la femme et les enfants. Et en fait il voit sa vie telle qu'il aurait dû être s'il avait suivi. Et c'est exactement la même structure narrative que la vie est belle. La fin est très jolie. Encore dans les références, la fameuse scène, la scène du lasso avec la lune dans Bruce Tout-Puissant, c'est une référence à La vie est belle. Bien sûr. C'est un des films préférés de Jim Carrey. Ça ne m'étonne pas. Il fait la même chose que Jim Carrey dans le film. Jim Carrey qui recevra un César d'honneur. D'ailleurs, il y a un extrait du film dans Bruce Tout-Puissant, justement. Il y a un extrait du film dans Bruce Tout-Puissant. Et dans d'autres aussi. Les Simpsons l'ont parodié. Les Simpsons, qu'est-ce qu'ils n'ont pas parodié? Dites-moi un truc qu'ils n'ont pas parodié. C'est comme South Park aussi, pareil, il y a un truc qu'ils n'ont pas parodié. Mais en d'autres termes, c'est l'un des plus beaux films de Noël. Oui, clairement, oui. En plus, c'est vraiment touchant, il y a un côté dramatique, mais il y a aussi beaucoup de points d'humour qui marchent extrêmement bien, je trouve. C'est vraiment le genre de truc que vous devez voir faut faire voir à quelqu'un, quoi, en fait. James Stewart est sublime dedans. Oui, ça fait partie de ces comédiens, c'est-à-dire que alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que James Stewart, si on devait trouver un équivalent de ce que notre génération, entre guillemets, je fais large, a connu, je pense à Kevin Costner. Je pense que Kevin Costner, si admettons un jour un mec qui avait envie, bon ça se fait plus parce qu'il vieillit évidemment, mais tu sais si un jour un mec dans les années 90 avait envie de refaire La vie est belle, je pense qu'il aurait choisi Kevin Costner, parce que je pense que Kevin Costner c'est l'un des rares acteurs qui se rapproche de James Stewart. Ne leur donne pas d'idée, il ne faut pas refaire ce film. Non, ça va, il est trop vieux maintenant. Il est trop vieux maintenant. Et surtout aujourd'hui, ils utiliseraient Timothée Chalamet là. Ah putain, Timothée Chalamet par exemple. Arrêtez avec lui. Arrêtez. Alors, je n'ai rien contre ce. Non, il est plutôt bien, je l'ai bien mis dans mon cas, il a plutôt bien fait. Mais arrêtez de fausser ce jour, comme vraiment le coup jeune homme. Mais je veux dire par là que je trouve que, tu sais, je cite cela parce que c'est pas pour rien que dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, je suis obligé de citer Brian De Palma, il a choisi Kevin Costner. Parce que Kevin Costner, pour De Palma, c'est James Stewart. C'est la même personne, et j'en suis sûr et certain. Kevin Costner et James Stewart ont le même jeu par moment. Même si je vois un culte à James Stewart juste par rendez-vous, je suis désolé. Je connaissais James Stewart par rapport à La vie est belle, que j'aime beaucoup, par rapport à évidemment sa collaboration avec Hitchcock, Vertigo, surtout évidemment qui sont excellents. Il était dans la corde. Il est dans la corde. C'est lui dans la corde. Mais voilà, Vertigo, Fenêtre sur course et d'autres que j'en oublie, mais sa collaboration avec Hitchcock, elle est passionnante, elle est sublime. Mais j'ai redécouvert James Stewart avec Rendez-vous. Parce qu'il avait ces capacités comiques, mais d'un naturel magnifique. Et la vie est belle montre un peu ça aussi. Parce que Rendez-vous est avant La vie est belle. Oui, Rendez-vous est avant La vie est belle.
Rendez-vous date de 41, 40-41 et La vie est belle. Ouais. Et ça, je trouve que La vie est belle représente le James Stewart à la fois touchant mais à la fois comique. Et c'est ça que j'adore. Il y a un peu de ça, oui, il y a pas mal de comiques dedans. Pas mal de comédie. Beaucoup d'ailleurs le message de fin, parce qu'à la fin ça se passe à Noël. Oui. Du coup, ouais, t'as le petit message de Clarence qui est son ange gardien qui lui dit un homme ne connaît pas l'échec s'il a des amis. Donc voilà, du coup, voilà, c'est sublime. On a des sublime. Bah, c'est vrai qu'en fait, la fin, je pense hors contexte, elle est. Comment dire trop kitsch, trop happy end, ultra exagéré. Oui. Mais en fait, c'est quand t'as vu tout le film, tu te dis oui, mais c'est un slow burn, quoi. C'est qu'en fait, ça arrivait du début, et en fait, c'est vraiment l'effet boule de neige de ouais, mais ça a tellement accumuler des petits événements que à la fin, le problème qu'il a est tellement énorme qu'il faut cet événement énorme là pour contrebalancer. Donc du coup au final j'ai fait c'est tellement bien, je m'en fous, et je chialais comme un gamin. Oui mais, ça fait du bien, moi je pense que ça fait du bien de ce genre de film là, même avec une fin tire-larme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on peut penser que c'est le tire-larme. Mais moi je trouve que le jeu permet que ça soit pas l'émotion. Voilà, justement, on est d'accord. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien à un moment donné. Il y a juste la gamine qui joue mal, mais c'est une gamine. Oui, mais on s'en fout. Mais c'est ça. Mais les gamins, en même temps, c'est difficile pour un gamin. C'est ça. C'est difficile. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien ce genre de film. Surtout qu'à l'époque, on les coachait pas les enfants. Voilà. Ça fait du bien ce genre de film-là parce que ça te permet de te sentir bien aussi. Alors oui, tu finis en larmes, évidemment. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ça, c'était juste en mode c'est tellement beau. Et ça, c'est un truc aussi, bien sûr, c'est marrant. Quand on revenant tout à l'heure, nos amis qui sont partis, c'est vrai que c'est aussi un tabou dans la société, en général, surtout quand tu pleures. Oui, t'es faible, quoi. Alors que ça fait partie de nous, ça nous permet d'évacuer les choses. Oui, je citerai toujours ce film-là parce que en fait, c'est littéralement ça. C'est que Capra a limite même influencé pas que les films dramatiques ou les films de comédie, mais il a même aussi influencé des grands films d'action. Genre Jean-Claude Van Damme. Full Contact. Oui, il y a Full Contact, c'est du Capra. Ah ouais, c'est du Capra. Même Carpenter avec Starman, c'est clairement du Capra. Oui, on est d'accord. Mais Full Contact, si les gens n'ont pas connu Full Contact, alors oui, c'est Van Damme dans sa puissance. C'est un préféré film, Full Contact. Mais la fin du film de Full Contact, c'est du Capra écrit. C'est littéralement ça. Je serais pas surpris que Stallone pour la saga Rocky soit inspiré de Capra, évidemment. Et oui, tout devient logique. Tout devient logique. C'est ça. Mais tout est logique. Mais je trouve qu'on devrait vraiment... il y a énormément de gens, surtout aux États-Unis, qui vont un culte à La vie est belle parce que c'est un film qui est rentré dans la culture populaire américaine. Bah, c'est autant diffusé que le Grande Vadrouille chez nous en fait. Voilà. Donc c'est leur Grande Vadrouille en un sens, toi, tellement c'est bombardé. C'est que le film n'avait pas marché à l'époque de sa sortie. C'est ça qui est dingue. C'est vrai. C'est par les diffusions télé et les vidéos que ça a connu un énorme succès ensuite. Ah, ça me donne envie de l'acheter. Je le connais par cœur, hein, je ne l'ai pas, mais ça me donne envie de l'acheter. Moi j'ai tellement entendu parler de cette histoire, mais j'ai malheureusement Vois-le de voir. Vois-le. Je sais où le trouver. Voilà. Look, Daddy, teacher says every time a bell rings, an angel gets his wings. That's right. That's right. C'est l'invention de la tarte tatin. C'est vraiment ils ont fait un film d'un coup, plaf. Oh, ça fait un truc cool. Non, mais parce que, tu sais, l'invention de la tarte tatin, je sais pas si c'est vrai, mais la légende c'est que c'est un accident. Oui, c'est un accident. Mais du coup, c'est super bon aussi une tarte tatin. Et du coup, je pense que c'est ce truc-là il a fait un film comme il sait faire. Et là, il s'est passé un truc qui fait que ça a une autre saveur. Ouais. En fait, ça. Oui, non, mais ça va, on parle pas d'American Pie non plus. Ça, en fait, voilà, c'est ces films magiques. Ah, il y a de l'amitié dedans. C'est ces films magiques. Il y en a c'est très rare, hein. C'est rare que ça se fasse. Mais c'est ces films magiques où subitement il se passe un truc et voilà.
Et oui, regardez-le le 25 décembre, regardez-le. Chialer. Capcom Studio le considère comme leur film préféré d'ailleurs. Ça après tout on va chialer en train d'ouvrir ses cadeaux. Mais oui, mais merde. Du coup ils vont encore un cadeau. Non mais c'est ça, le 24 à minuit, tu ouvres tes cadeaux et après tu regardes... Non, tu regardes avant, comme ça tu seras en train de pleurer et tu ouvres tes cadeaux. Quand tu verras ce que c'est le cadeau que tu veux depuis longtemps, tu vas encore plus chialer. Ou alors t'auras un cadeau que t'aimes pas, mais comme tu seras en train de chialer, les gens croiront Oh, que il t'aimes t'en pas. Ah, c'est horrible, on prend détruire la belle présentation de ce film. Non mais tout le monde va retenir La vie est belle, c'est une tarte tatin. La tarte tatin, on peut la trouver. Alors, ça va marcher. Là, franchement, je pense que comme c'est les fêtes de Noël, je pense qu'il peut être facilement trouvable en différents magasins en fait. Parce que maintenant il y a des éditions Blu-ray, même si apparemment il y a des petits bugs avec l'édition Blu-ray. Moi j'ai l'édition, perso je l'ai en DVD, édition 75e anniversaire. Le DVD il marche. Le DVD fonctionne. Oui. Bon, par contre il n'y a pas de bonus ni rien. On s'en fout. Puis le DVD vous le trouvez dans des magasins d'occasion où il sera que à 2 balles, tu vois. Enfin, ouais, je pense qu'il est facilement trouvable, surtout là, pendant cette période-là en fait. Merci Kevin pour cette présentation de ce très belle recette de sublime sublime film. On va passer à l'autre film suivant. Donc, là, on va quitter un peu Noël parce que là, c'est pas du tout dans la période de Noël, mais c'est un lien affectif, entre guillemets, parce que je l'ai découvert au moment de Noël. Ce film, ouais. Ah, donc du coup, c'est pas intéressant ça d'associer les thématiques avec le fait de découvrir ça pendant. Voilà. Mais c'est un film qui parle sur l'amitié. Donc, on est toujours Et alors j'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne, parce que j'avais fait un gros morceau sur ce duo emblématique du cinéma italien et pas que, parce que c'est le cinéma européen, je dirais les Astérix et Obélix du cinéma italien. Rimentisi Arabiamo. Bon. Et d'ailleurs, la traduction française est plutôt bonne. Très bonne. Ok. Voilà, parce qu'il y a le mot fâché. Donc, Attention, on va se fâcher est un film du duo Terence Hill et Bud Spencer. Ah, c'est duo. Donc, duo. mythique. Enfin, mythique, très clairement du cinéma italien des années 70-80. Mais qu'il faut pas oublier, on cartonnait en France, et je le redis à chaque fois, mais ce genre de film-là, ça fait 5 millions d'entrées en France. Ah ouais. À chaque fois, pratiquement, durant les années 70, c'était incroyable. 70-80. Bien sûr, on les connaît pour les Trinitas, évidemment, oui. qui est tout le temps diffusé. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Ça s'appelle Trinity. Il y a Trinita et on continue à l'appeler Trinita. Oui, c'est vrai. Voilà. Il n'y en a que deux. Hein. Après le reste, c'est que des. Donc Trinita n'est pas une trinité. Voilà, merci. Qui est tous les ans diffusé en France, y compris aussi le film le plus connu de Terence Hill, Seul. Titanic. Qui est le magnifique Mon nom est personne. Qui est le celui-là qui siffle. Oui. Voilà. Qui est le plus connu de Terence Hill en solo, bien sûr. Et en western aussi. Oui, western. Et qui annonce la fin du western, très clairement. Mais il y en a eu un après, mais c'est une autre histoire. Ce fameux attention, on va se fâcher, j'ai pris des notes parce que je ne retiens pas tout. Je vais donner on est plus jeune. Donc il date de 1974, il est écrit et réalisé par Marcello Fondato. Et qui est un scénariste avant tout. Et c'est ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est que c'est un scénariste de film de genre, de base. Qui n'est pas du tout de la comédie, qui n'est pas du tout de film d'action, etc. Genre, monsieur a écrit Les Trois Visages de la Peur, donc un film à sketch qui est l'un des meilleurs films à sketch. Mieux que celui qui est passé sur la télévision il y a longtemps. Écrit par Ducret, dégueulasse. Réalisé par Mario Bava, donc c'est pas rien. Donc Les Trois Visages de la Peur, je vous conseille surtout le dernier sketch qui s'appelle La Goutte d'eau, qui est l'un des plus terrifiants que j'ai vu. C'est un sketch terrifiant. Il a écrit aussi, encore une fois pour Mario Bava, le film qui va vraiment installer le giallo, qui est 6 femmes pour l'assassin.
C'est ce monsieur qui a écrit ce scénario-là. Donc encore une fois, c'est pas rien. Et donc ce film, attention, on va s'acheter, met en scène évidemment ce fameux duo mythique, donc Terence Hill et Bud Spencer. Est-ce que je suis obligé de présenter Terence Hill et Bud Spencer? Regardez la vidéo qu'il a fait. Regardez la vidéo que j'ai faite. Voilà, c'est bon, c'est fait. Le film met en scène également un certain John Sharp. Pourquoi j'ai noté ce nom? Parce qu'en fait, il a joué dans l'un des meilleurs films d'épouvante anglais des années 70. Titanic. C'est un film d'épouvante? Ah, moi je trouve ça épouvantable. Bateau, il n'y a plus d'électricité dessus. Pardon, moi je trouve ça épouvantable, le Titanic. Il a joué dans The Wicker Man avec Christopher Lee. Ah oui, c'est le fameux bonhomme de paille. Ah, le bon. Le meilleur. Oui. Voilà. Dosier. Oui, c'est un dosier. C'est vrai que l'autre Wickerman, le Oui, seul moment sympa, c'est Nicolas Cage en ours. On va dire que la femme en Oui, tu fous une bagne à quelqu'un, tu fais allez, ça c'est bon, c'est absurde. Et il a joué également. Mais censuré. Alors, cet acteur-là aussi a également joué dans Barry Lyndon de Kubrick. Donc, mine de rien, c'est pas mal. Oui. J'ai noté aussi dans ce. Donc, attention, on va se fâcher, nous avons aussi un certain Donald Pleasance. Heureusement que t'as dit Plaisance. J'ai peur que tu dises autre chose. Vous voulez que je dise pas Un autre Donald. Non, c'est celui-là. Je pensais pas. un autre. Donald Trump? Non. Seulement dans Maman, j'ai raté l'avion. Seulement de. Il va passer bientôt, parce qu'il est passé hier le premier. Donc, nous avons Donald Pleasance. Donc, on le trouve dans Le Maléfique, La Grande Évasion. Dans la saga Halloween, il joue le Dr Loomis. Nous le retrouvons dans New York 1997 de John Carpenter, il faut bien l'avouer. Et nous le retrouvons dans le sublimissime, parce qu'il y a Jennifer Connelly, parce qu'elle est magnifique dedans, Phénoména de Dario Argento. Parce qu'il y a un film où elle est pas magnifique. Elle est toujours magnifique. Ah, peut-être dans Anita, comment t'as dit? Non, je m'en fous, elle est toujours complète. Et j'ai noté aussi une certaine Patty Shepard. Pourquoi? Parce qu'elle a joué dans un western. Shepard. Elle a joué dans un western italien, enfin italio-chino-congais, je sais pas quoi, mais juste le titre du film m'a fait merveille. Elle a joué dans Le Brut, Le Colt et Le Karaté. Sérieux, c'est une parodie de ce que je pense? Pardon, c'est une version Black Station. Non, c'est une version italienne. Ah d'accord. Donc c'est une version pizza on est bien sur la mais en fait, il y a une association, parce que vous voyez qu'il y a une association à un moment donné, chino-italiano, enfin je sais plus quoi, où en fait ils ont fait des westerns avec des mecs qui font des karatés. Raconte, attention, on va se fâcher. Est-ce que ça raconte Terence Hill et Bud Spencer qui vont se fâcher? C'est pas mal. Oui. Waouh, je suis trop fort. Ah, on va se fâcher. Pourquoi se fâcher? Alors, ayant gagné ex-aequo à une course de stock car, Toto et Ben, ils ont des noms. Kid, normalement. Oui, mais bon, Kid et Ben, remportent un superbe buggy avec un toit jaune et rouge. Malheureusement, pas de jaune. Et ouais. Malheureusement pour eux, des malfrats détruisent le véhicule. C'est con. Oh là là. Les deux compères demandent réparation, mais le chef de gang refuse. Les deux hommes ne vont pas se laisser faire, et une amitié est née entre eux. En gros, c'est ça. Pourquoi j'ai choisi ce film? Alors évidemment, ça parle d'amitié, parce que les deux compères ne s'aiment pas forcément, parce qu'en fait, ils veulent gagner la course pour avoir ce fameux buggy. Et malheureusement, ils sont arrivés en même temps, donc ils ont gagné le buggy en question, il n'y en a qu'un. Et donc ils vont devoir se partager. Voilà. Mais le fait que des malfrats, accidentellement en plus, c'est même pas voulu, c'est accidentellement, détruisent le véhicule, ils vont avoir une amitié qui se crée, et en même temps ils vont se dire, on veut réparation. Vous avez détruit notre véhicule, on veut notre réparation directement. Et
C'est lié à Noël, mine de rien, parce que la première fois que je l'ai vu, ce film, la première fois que j'ai découvert ce film, c'était un 25 décembre avec mon grand-père. Parce que mon grand-père était fan de Sodio. Ah oui, non. De Sodio. Il adorait Sodio. J'avoue que... Et j'ai découvert, pour la première fois, j'avais quoi, 8 ans. J'avais 8 ans, j'avais découvert ça. Je connaissais les Trinitards, mais je ne connaissais pas ce film-là. Et j'ai découvert ce film-là avec mon grand-père un 25 décembre. Et ça m'avait marqué. Et il est ressorti en Blu-ray, avec une très belle édition de VQHL. Et ça fait plaisir parce qu'ils ont sorti toute une réédition de leur film en France. Une belle jaquette, je trouve. Hein? Une belle jaquette. Ouais, une très belle jaquette. Ils l'ont ressorti, c'est super cool. Ils ont fait toute une série duo et en solo et ça va venir l'année prochaine, en 2026. Donc c'est super, merci à vous parce que ça remonte des souvenirs et vraiment c'est cool. Et je l'ai revu quand je me suis procuré le Blu-ray et c'est drôle. Oh bordel, c'est encore drôle. C'est encore drôle. L'amitié, alors il y a toujours le bougon qui parle pas beaucoup, donc c'est Bud Spencer, et le côté même enfantin un petit peu, le côté farceur qui est Terence Hill, qui est toujours la même. Mais c'est peut-être le film le plus drôle du duo. Parce qu'en fait, c'est un effet miroir. C'est-à-dire que Bud Spencer tient un garage, et juste en face du garage, il y a une fête foraine. Et les malfrats, enfin plutôt le chef des malfrats, qui est blindé de thunes, veut détruire la fête foraine et installer un building. On sait pas pourquoi, mais on s'en fout. Et c'est lié à ça. Est-ce que du coup il se déguise en fantôme et il y a Scooby Gang qui arrive? Non. Et Terence Hill, bon bah lui il va faire un tour à la fête foraine et tout, il rencontre l'amour, enfin vaguement. C'est plutôt rigolo d'ailleurs comment il la drague. Enfin, bon, voilà. Je pense pas, non il la drague pas, en fait comme il drague une femme, en fait l'actrice principale a incarné une espèce de funambule. Et a fait une représentation devant des enfants et en fait il y a un fil, tu sais, et puis elle marche en fait et puis il voit qu'il y a un caillou et il voit la protection, l'espèce de cale qui bloque justement pour pas que le fil bouge et en fait il prend le caillou, il y a un caillou près de son pied, il fait un coup de pied et puis t'as la cale qui se décale et elle commence à perdre l'équilibre et puis il la rattrape. Il fait un signe du destin. Et c'est l'un des films les plus... Enfin, c'est l'un des meilleurs films du duo. Pourquoi? Parce que, je le répète, c'est drôle. Il y a une scène qui est iconique dans le film. Et tous les fans de Terence Hill et Bud Spencer vont le dire. C'est la scène de la chorale. En fait, Bud Spencer, son personnage, il fait partie d'une chorale. Et à un moment donné, vu qu'il se passe des choses entre le chef de gang et eux, ils veulent pas lâcher en fait. Et on veut réparation, on veut soit vous nous refilez un nouveau buggy et on vous dérange plus, mais on veut réparation, vous avez cassé votre jouet quoi limite. Hein. Et en fait, le chef il en a tellement marre qu'il engage un tueur à gages. Et le tueur à gages les suit. Et en fait, t'as Bud Spencer qui est en train de répéter dans sa chorale une chanson qui est devenue culte. Surtout en Italie et en Allemagne. En France, on s'en souvient plus trop, mais je vais pas vous la faire, mais je mettrai des extraits. Et t'as Terence Hill qui se pointe, parce qu'en fait, il veut prévenir son pote, en fait, parce qu'ils deviennent amis, vraiment. Hein, ils ont la même vision des choses, ils deviennent vraiment copains. Et il lui prévient qu'il y a un tueur à gages qui est dans le... Et en fait, tu vois Terence Hill qui rentre dans la chorale, et t'as chef d'orchestre qui est sublimissime, il ressemble à Sylvain, avec des cheveux longs. On sait tous qui est Sylvain. Oui, mais quand je vais mettre l'extrait et les gens qui connaissent Sylvain, ils vont rire. Et en fait, t'as Terence qui rentre dans la chorale, tu sais, tranquille et tout, tu sais, sans se faire voir. Et t'as le chef d'orchestre qui regarde, il fait OK, bon, pas grave. Et en fait, t'as Bud Spencer qui
fais toujours ce qu'on change. Et en fait, d'un côté, t'as les hommes et d'un côté, t'as les femmes. Parce que les femmes font la et les hommes font bababam, bababam, bababam. Et t'as Bud Spencer, en fait, il sait qu'il y a le tueur à gages qui est juste en face. Et en fait, il décide de se décaler et se barrer vers les femmes. Mais en fait, il fait bababam, bababam, la. C'est drôlissime. Sans compter aussi, et Cocorico, c'est qu'il y a des cascades, évidemment, il y a des cascades en moto, il y a des cascades en voiture, parce que les stock cars, la console a été fait en vrai. C'est Monsieur Rémi Julien. Monsieur Rémi Julien, donc l'un des plus grands chefs cascadeurs du cinéma français et du cinéma mondial. Et cascadeur lui-même, du cinéma mondial. Et qui a collaboré à ce film-là. Et il faut pas oublier aussi un truc que je ne savais pas. Mais la plupart des cascades en moto, c'est une course poursuite en moto, bah c'est réellement Terence Hill qui les fait. Terence Hill faisait très rarement doubler. Je parle pas de Bud Spencer parce que trouver une doublure à Bud Spencer vu le gabarit du mec, c'est compliqué. Alors je propose 3 enfants les uns sur les autres avec un énorme trench coat. Et tu rembourrages. Ouais. Bon, Bud Spencer d'ailleurs, il a une scène drôlissime en moto. Parce qu'il y a une course-poursuite en moto, ils ont tous des motocross, il y a une course-poursuite et tout, Terence Hill arrive à les dégager. Et en fait, le réalisateur fait même une référence au western italien, parce que vu qu'ils viennent de là, mais de rien, les autres viennent de là. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'oublie, ils ont fait des westerns sérieux. Ils ont fait des Dieu pardonne-moi pas est un film. Leurs 3 premiers films ensemble, c'est des films sérieux, très sérieux. C'est à partir de Trinita où justement on arrive à la comédie. Et il fait même une référence au western italien, à part qu'il a remplacé les chevaux par des motos. Parce qu'il reprend les effets de très gros plans sur les yeux, etc. Et en fait, il coupe direct le truc, et tu vois Bud Spencer avec une grosse moto, tranquille. Mais tranquille, hein, il y va tranquille. Hein. Tiens, moi j'aime bien ça, au début de la course-poursuite, c'est quand il retient un mec avec une main, et sur une moto. Il conduit, t'as le mec qui court à côté, il le retient. C'est très drôle, c'est cartoonesque, ça fait du bien. Voilà, c'est un film que tu regardes. C'est pas des chefs-d'œuvre, mais ça fait passer du bon temps. Mais oui, tu regardes ça avec les gosses. Mais bon, c'est bien. Alors, c'est bien, je suis avec tout, mais bon, oui, voilà. Moi aussi, je suis plutôt pour, en général, plutôt un bon film qui se prend pas la tête et qui raconte une histoire qui va me plaire. Voilà, ça, même s'il y a de l'émotion dedans. C'est vraiment cartoonesque, c'est fait vraiment. Évidemment, chercher que le chef-d'œuvre, c'est pas forcément. Et franchement, ça fait partie de ces films où. Ouais, tu peux regarder ça avec tes gamins, c'est trop drôle, c'est familial, alors oui, il y a des bastons, mais en plus, le point c'est qu'en plus ils prennent le parti pris, parce qu'on sait tous que le duo est connu pour ses bastons, qui sont très drôles, enfin bien, Bud Spencer il tape les mecs et poum, ils disent carrément le crâne, ils tapent comme ça, Terence Hill qui est très agile, mais moi ça m'a fait penser, et en plus on est en 74, c'est du Jackie Chan avant l'heure. Techniquement, c'est du Jackie Chan avant l'heure parce qu'il y a quand même une scène de baston où ça se passe dans un gymnase et en fait ils utilisent les éléments du gymnase pour se défendre. Donc ça fait un petit peu penser à un petit peu de Jackie Chan, un tout petit peu, hein, bien sûr. Mais c'est détourné, c'est très drôle. Il y a même une scène que je trouve rigolote où, comment ça s'appelle, tu sais, les arceaux pour faire des mouvements de gymnastique. Ouais, je l'ai qu'on peut trouver à une époque sur des balançoires. Oui, voilà. Nous, on appelait ça des anneaux, je crois. Ouais, des anneaux. T'as pas Spencer, il voit, il y a 2 mecs qui sont en train d'arriver vers lui, il dit, bon, je vais y arriver. Et il prend les arceaux et en fait, il les décroche. Est-ce que l'accord était là depuis. Il les décroche tellement qu'il est lourd, il décroche. Il fait, oh putain. C'est le genre de petit gars comme ça qui marche très bien. Et surtout, il y a un acteur qu'on connaît quand même pour son sérieux dans ses rôles, c'est Donald Pleasence, qui s'en donne à cœur joie
qui joue une espèce de conseiller du chef de gang qui de présence se prend un accent allemand. La VF est géniale, la VF est sublime, la VF est trop drôle. Il se prend un accent allemand et dès qu'il s'énerve, il fait Nein, Nein, Nein. Et à un moment donné, il tape tellement fort sur la table qu'il fait et il se fait mal. Et même, c'est que t'as quand même Donald Pleasence, il a un tic, son personnage, et qui mange des carottes. Et à un moment donné, il voit Terence Hill et Bud Spencer aller voir le chef en disant, et justement la réplique du film, enfin le titre du film, il disait on veut notre buggy, sinon, et t'as le chef qui dit sinon quoi? Et Terence Hill dit attention, on va se fâcher. Ils s'en vont, en référence au titre du film, c'est super bien amené. Ils s'en vont et en fait t'as Donald Pleasence qui engueule le chef. Il dit non, il faut leur faire pampan cucu, pampan cucu, pampan cucu. Il faut leur faire pampan cucu, pampan cucu, pampan. Alors oui, ça a pris un petit coup de vieux, évidemment, on est dans les années 70, les fringues, c'est, voilà, on est en plein cœur des années 70. Et encore, vieux que vieux, enfin, comme tout, la mode revient à la voilà. On l'a bien vu avec des séries comme Stranger Things, oui, voilà, ça revient à foison. Mais ça fait partie de ces films qui font du bien au moral, parce que tu passes un bon moment, t'as de l'action, t'as des acteurs qui te font sourire. T'as des répliques, je trouve que la VF, elle est génialissime. Évidemment, ce genre de film, ne regardez pas avec des gens qui sont un petit peu extrémistes sur les bords. Non, c'est même pas ça, non, il n'y a même pas de truc qui pourrait faire gueuler un extrémiste. Non, même pas, c'est mignonné, c'est enfantin, ça fait du bien. L'histoire d'amour, alors oui, elle est de très courte durée, on passe vite faire autre chose, mais c'est juste une rencontre. Et Terence Hill, il ne faut pas oublier que Terence Hill à ce moment était magnifique, il ne faut pas oublier que Terence Hill fait partie des plus bons comédiens italiens qu'il y a eu dans l'industrie. C'est vrai qu'il avait, pour l'époque, il avait des yeux magnifiques, enfin, il avait une gueule. Ouais. Mais l'histoire d'amour qu'il a, enfin la pseudo-romance, c'est même pas une histoire d'amour, c'est une romance qu'il a. Elle est jolie, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la structure du film qui a un effet miroir et en même temps de jeu vidéo. Je m'explique. Au tout début du film, les deux compères, pour se décider qui va avoir, quand ils ont gagné le buggy, les deux compères se disent comment on peut faire pour déterminer qui va avoir le buggy pour lui seul. Vu qu'au départ, ils ne se connaissent pas. Ils se connaissent, mais ils s'apprécient pas. Mais voilà, ils s'apprécient pas. Mais bon, ils ont gagné le buggy, mais il y en a qu'un. Qui va l'avoir, quoi. Enfin, c'est ça la question. Et en fait, ta Bud Spencer dit, et si on faisait un bras de fer, Terence Hill fait non. Non, un concours de saucisses. Saucisses bière. Et ils vont, ça marche super bien. Il dit, tiens, regarde, il y a une fête foraine, on y va. Voilà, ils y vont. Ils sont dans un bar et en fait ils font bière saucisse. Ce qui est très heureux, c'est que tu vois Bud Spencer qui prend sa saucisse qui est d'un calme, mais olympique, qui boit sa bière tranquille, mais t'as Terence Hill qui enchaîne. Puis après il dit au barman, il dit barman, une autre bière et une glace à la vanille. Avec beaucoup gentil. T'as Bud Spencer qui le regarde, il fait. Tu mets ça où en fait? Et en fait les malfrats détruisent, rentrent dans le bar, rentrent dans la fête foraine et en fait commencent à faire peur aux gens, à détruire certains lieux, y compris le bar, parce qu'en fait ils veulent virer les forains pour construire un nouveau. Voilà, le chef veut ça. Et c'est vrai qu'on est très dans un délire de jeu. Et la scène du film, elle est super bien. C'est-à-dire, ils sont en train de détruire tout le bar. Tu sais, t'as les malfrats qui te donnent des coups de batte de baseball et tu vois les deux qui sont comme s'il n'y avait personne. Ils continuent à bouffer, tranquille. Et t'as Terence Hill, c'est comment ça, il est brillant quand même. Et ils décident de s'en aller. Tranquille, tu sais. Puis ils veulent payer. Puis en fait, non, mais les malfrats ils détruisent la caisse. Bon, allez, puis t'as pas ce pédale, bon, je lui ferai un chèque. Et ils se barrent, et ils prennent le buggy, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a le drame. Ils veulent se barrer pour aller faire leur truc ailleurs. Et en fait, tout s'enchaîne. Mais en fait, le fait d'avoir détruit le bar, c'est à cause de baseball. La dernière séquence d'action du film, le chef en question tient un restaurant. Et qu'est-ce que font le duo?
bah, ils prennent une bagnole et ils rentrent dans le restaurant et ils détruisent tout en bagnole. Et en fait, c'est un effet miroir. C'est un effet, il y a toujours un effet miroir. Et il y a toujours aussi cet effet de la construction d'un jeu vidéo. Il se passe ça, ben, il faut évoluer sur ça. Tu sais, il y a toujours cette espèce de construction de jeu vidéo. Et c'est pour ça qu'à un moment donné... J'avais une partie de jeu vidéo particulière en tête quand tu me parlais de ça par rapport au Buddy. J'avais Kingdom of Earth. Tu commences comme ça et avant que le monde de Disney se mélange avec le monde de Final Fantasy, on va se dire en mode ils se bagarrent juste pour savoir quel nom va être sur le vaisseau. Oui, voilà. Ouais, ils doivent faire une course. Oui, voilà. Et en fait, on est pratiquement dans ce mode de jeu vidéo. C'est-à-dire c'était un petit truc qui enchaîne sur quelque chose et en fait ça installe aussi ce qui va arriver après. Il y a une séquence que je trouve hyper intéressante, c'est que tu as un des malfrats, donc on va dire le chef des malfrats envoyé par le chef, et le chef lui dit allez, débarrasse-moi de ces cons. Et en fait, t'as cette espèce de malfrat, voilà, un peu moustachu, qui se prend pas pour de la merde et tout ça, qui à un moment donné, il est dans la fête foraine, il fout la merde. Il est avec deux nanas, il veut se faire raconter. Et en fait, il y a une espèce d'attraction, c'est pas tout à fait une attraction, mais en fait, tu dois... T'as un espèce de véhicule, Sorail quand même. Sorail, en fait, je regarde. Et tu dois l'envoyer le plus loin possible. Et t'as le mec, il fait son mariole, je le fais. Et il l'envoie et il fait tout le tour du truc, voilà. Et t'as les nanas, il est fort, machin. Un peu Spencer qui arrive. Et il le regarde, il fait. Et en fait, il prend le truc, il le balance qu'une seule fois, il fait même pas d'aller-retour, il fait juste pas. Il prend même pas d'élan en fait. Il prend pas d'élan, il fait juste ça, le truc il se barre de l'autre côté, il se barre très loin. Et ça installe le fait de la force parce que là, le mec se réfugie dans la salle de muscu. En fait, ça installe, il y a plein de petites choses comme ça. Les cascades sont drôlissimes, c'est bien foutu. Rémi Julien, bon, c'était un as à cette époque-là, c'était vraiment l'un des plus grands cascadeurs automobiles de l'histoire du cinéma, parce qu'il a quand même bossé sur James Bond, il a énormément collaboré avec Belmondo également. Et c'était à l'époque où vraiment il y avait vraiment tourné partout dans le monde. Et ça fait partie de ces films, voilà, si vous voulez passer un bon moment, vous videz la tête. Voilà, c'est ce genre de film où j'ai pas envie de réfléchir, mais j'ai envie de rire, j'ai envie de voir des mecs se bastonner la gueule, mais avec... Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, on s'en fout. Il n'y a pas de mort, mais c'est drôlissime. Alors oui, le scénario, c'est un post-it, on s'en fout. Le but, c'est de passer un bon moment et je défendrai toujours ce duo parce que c'est ce qu'ils ont fait tout au long de leur carrière. Si jamais il y a des gens de RTL19 qui nous regardent, RTL9 qui nous regardent, passez-les en décembre et pas en octobre comme vous l'avez fait. Non, parce que le duo est connu parce qu'ils ont fait plus de 20 films ensemble. 17. Et ça fait partie de ces films où, moi j'ai grandi avec ces films-là parce que mon grand-père aimait beaucoup ça. Et j'ai découvert ça, ces films, et je passais toujours un bon moment devant. Et ça fait partie de ces films où tu te dis ça fait du bien, tu sais, ça fait du bien de rire, ça fait du bien de voir des choses simples, des répliques cultes d'une certaine manière qui sont super drôles, avec une fin, je ne dévoilerai pas la fin, mais avec une fin qui revient à la première, à la problématique. Déjà le fait que tu as parlé du restaurant et autres, ça parle pas déjà de la fin? Non, ça va. Okay. Non, ça va. Mais il y a encore autre chose après. En fait, c'est ce genre de film où tu te dis, tu sais, quand tu as fini, tu te dis j'ai passé un bon moment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça fait. On a besoin de ce genre de film-là, ça ne se fait plus. Alors malheureusement, je dis bien malheureusement parce que je l'ai vu, il y a eu un remake. Il y a eu un remake de ce film italien. Remake quoi, italien ou remake italien, qui est sorti il y a 3 ans, 3-4 ans. Il y a eu un remake italien de ce film où on suivait les enfants de Bud Spencer. Que les enfants de Bud Spencer. Parce que Terence Hill a été approché. Parce que Terence Hill, il faut pas oublier, il est toujours en vie.
Alors où je vous parle, il est toujours en vie, c'est devenu une légende en Italie et en Allemagne. Parce que ces films-là en Allemagne, voilà, il y a des festivals de ces deux mecs-là. Hein. Oui, parce que... Il y a des festivals, hein. J'avais des connaissances que je suivais sur Frère Arnold qui était allemand, et en effet, Terence Hill ressent souvent. Voilà. Et Terence Hill, à un moment que je vous parle... Hill aussi, hein, on ouais. Terence Hill est toujours en vie, il est toujours actif, hein, parce qu'il a tourné dans d'autres trucs, il est en train de préparer, à ma grande surprise, il va collaborer avec la Warner Bros. À moins que bon l'achat change tout, mais ils envisagent de faire Mon nom et personne 2. J'étais voilà, avec le retour de Terence Hill. Bon, ok, monsieur a plus de 80 ans. Il a encore la pêche pour faire ça. Mon nom est resté personne. Il est encore très bien, je te jure. Il est tu diras, Jackie Chan, il est plutôt aussi pas mal. Ah oui, ça c'est une autre histoire, il est trop bien. Il est trop bien. Ah bah il faut qu'on aille le voir avec Kevin. Je l'ai vu, il est trop bien. Voilà. Donc Terence Hill est devenu une légende, et Bud Spencer aussi, malheureusement Bud Spencer nous a quittés. Mais il y a eu ce remake là en Italie, donc qui reprenait non pas toute l'histoire, mais c'est qu'un espèce de suite, remake, voilà. C'est un remake déguisé quoi en fait. C'est voilà, on suivait les enfants de Bud Spencer. C'est bizarre parce que Bud Spencer a fait un mec qui lui ressemble pratiquement, voilà, et l'autre ressemble pratiquement à Terence Hill, bon ok. C'est oubliable, ça ne sert à rien, voilà, ça ne sert à rien. Tout en sachant que le cinéma italien, tout en sachant que le cinéma italien actuellement est à peu près au même niveau que la France. Ah, quand coulé quoi. Oui. Mal. Non, ça fait 20 ans. Titanic on est non, ça fait, non. La France maintient, l'Italie dégringole. Ah ouais Ah bah merci Berlusconi. Voilà. Pour commencer, en fait, c'est un excellent film pour commencer comment découvrir ce dieu-là. Bon, bien sûr, il y a les Trinitas. Si vous voulez découvrir le 2, il y a les deux Trinitas, c'est une bonne porte d'entrée. Je les connais bien. Mais si vous voulez voir aussi c'est la partie un peu plus urbain et contemporaine pour l'époque en fait. Contemporaine pour l'époque, ce film-là, c'est une bonne porte d'entrée. Après, ils ont fait d'autres films qui sont du même niveau. Il y a les deux super flics que je peux citer qui est excellent. Il y a Salut Nami à Duel Trésor que j'aime beaucoup. Oui. Avec la télé, j'étais content. Avec la confiture plus fin. J'adore cette confiture plus fin. Et d'autres films, mais celui-là, c'est mon préféré. C'est celui qui me fait le plus marrer. Il y a des gags qui fonctionnent encore, des gags visuels. C'est inventif. Et voilà, vous pouvez regarder ça avec vos gamins. Je pense qu'ils vont bien aimer. Je pense qu'ils vont bien aimer. Moi, je trouve que c'est bien dire pour l'époque. Je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'était comment on dit, quand on vient succéder à quelqu'un derrière. Le successeur. Le successeur, un petit peu de ce qu'était Chaplin et aussi Kettel aussi. Oui. Laurel et Hardy. Laurel et Hardy aussi, oui. Laurel et Hardy. C'est ça. C'est les dignes successeurs. C'est les dignes successeurs. Et c'est les successeurs de nos jours. Il est sorti il y a un mois même pas en Blu-ray et en DVD. Ça a été très compliqué de l'avoir à un moment donné. Ça va faire plus de 20 ans qu'on espérait une édition digne de ce nom. Il est enfin arrivé. Parce que question de droit c'était compliqué, mais maintenant ça y est, il est disponible en DVD et en Blu-ray. Et au niveau bonus dans le bonus, il n'y a pas grand chose, il y a juste un entretien avec Jean-François Giré, qui est un réalisateur mais qui est spécialisé dans ce studio-là parce qu'il a interviewé Bud Spencer, vous connaissez très bien Bud Spencer. Ses interventions sont intéressantes parce que il remet le contexte du film, et il met aussi, et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est assez rare, on est bonus, mais il met aussi son impression à lui. Et c'est intéressant de voir ses impressions à lui. Et il dénigre jamais les films, jamais, au contraire. Il dit exactement ce qu'il fait, c'est des divertissements qui font du bien, et ça fait du bien ça. Et voilà, j'étais hyper content de me le procurer en Blu-ray parce que ça fait partie des films de mon enfance. Voilà. Sortez ou je casse le moteur. Exécution. Répétez-moi ça. J'ai dit sortez. Dépêchez-vous. Ah, je ne vois pas pourquoi. Dépêchez-vous, tous en voiture. Mais parce que si vous restez là-dedans, je casse tout. Mais pourquoi voudriez-vous tout casser, comme vous dites? Sortez, sinon... Ah. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, une idée fixe. Ah.
Ce qu'il nous dit là n'est pas très convaincant. Alors sur ces mêmes paroles, maintenant nous allons enchaîner directement avec le choix de Florian. C'est ça. Dis donc qu'il y a un film français, Cocorico. Oui. Qui date de 2005, qui a été du coup réalisé par Christian Carion, je l'ai déjà dit, c'est bizarre, qui a quand même un assez grand casting parce que c'est quand même un film qui est coproduit dans toute l'Europe, donc France, Royaume-Uni, on a l'Allemagne, la Belgique, la Roumanie aussi. Donc on a un assez grand casting avec par exemple, avec un super accent, Benno Furman, par exemple Diane Kruger, qui est notre Hélène de Troyes, la célèbre Hélène de Troyes. Dans la version longue, je te jure. C'est ça. Ah, c'était pas une petite blague pour les frustrer. On a aussi Daniel Brühl, donc ça c'est pour les Allemands. Qui est un excellent acteur ailleurs aussi. Qui est aussi un excellent acteur, oui. J'adorais le ailleurs aussi. Oui, pas que en Allemagne. Oui. Bah, c'est-à-dire, là on est sur la Première Guerre mondiale, à un moment il joue dans la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il est dans les Ghostbusters. C'est ça, mais... Oui, avec Jack Kruger d'ailleurs. Oui, oui, et il y a Rocket Jack Kruger aussi. C'est ça, ils sont déjà dedans, quoi. Ils rejouent. Et on en parlait off caméra, il est dans le MCU aussi, il joue Baron Zemo. Oui. Dès qu'il y a une guerre, ils sont là. Pardon. Non, et dans les films allemands, il est dans Goodbye Lenin, qui est une excellente comédie. Excellent film. Rush, aussi, il est dans Rush. Oui. De Ron Howard. Pardon, vas-y. Non, mais t'inquiète. Pour les Anglais, du coup, on a Gary Lewis, grand acteur aussi. Je sais plus dans quoi il a joué. Je sais plus si c'est lui qui joue le père de Billy Elliot ou pas. C'est lui, c'est le père de Billy Elliot. C'est le père de Billy Elliot. C'est le père. Par exemple. Voilà. Déjà rien que ça, bon voilà. Et pour les Français, on a Guillaume Canet. Voilà. Voilà. Et Danny Boone. Qui joue bien. Oui, non, oui. Parce qu'il le dit lui-même, j'ai joué mon grand-père, tu fais bon la putain. Qui joue. Non, il joue. Non. Qui joue. Il joue. Mais il joue bien. C'est quand même avant les ch'tis, donc oui. Oui, c'était vraiment la partie avant les ch'tis. J'ai plus l'impression de voir Danny Boone qui joue Danny Boone au spectacle que vraiment un personnage, mais il essaye. Au moins il essaye. Il a de la volonté. Bon sang, est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé? Shame on you, Gordon. Ça s'appelle haute trahison. C'est l'opinion publique apprend ça. Participer à des actes pareils avec l'ennemi, alors qu'une partie du pays est durement occupée, là, vraiment. Le pays? Mais qu'est-ce qui sait le pays? Sur ce qu'on souffre ici? Je vais vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort au Bosch chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron. Donc le film du coup se passe en 1914, donc décembre 1914, après du coup quelques mois de la Première Guerre mondiale. Et nous sommes du coup à la période de Noël et deux camps, donc les Français et les Écossais, face aux Allemands, vont devoir fêter Noël et ils vont finalement se rapprocher, faire une trêve de Noël et fraterniser alors qu'ils sont ennemis et qu'ils viennent de se tirer dessus quelques jours plus tôt. Ce qui est vrai. Ouais, ce qui est vraiment arrivé. Quand tu t'en poses, c'était vraiment une vraie histoire. Au fait, oui. La trêve de Noël, c'est connu. Oui, les trêves de Noël ont vraiment existé dans plein de camps sur le front. Et le film justement reprend quelques anecdotes qui ont vraiment existé. Donc, je me rappelais qu'on l'avait dit, mais je ne savais plus si c'était une connerie. En fait, c'est juste qu'ils ont mélangé des trucs qui sont passés pas aux mêmes endroits. Voilà. Pour le foutre dans le film. Et, par exemple, l'histoire du chat a vraiment existé. Il a eu la même fin que dans la vraie vie.
Les messes aussi organisées. Les matchs de foot. Les matchs de foot aussi ont été. Donc oui, c'est le ténor aussi qui chante pour les soldats. Enfin, tout ça, c'est vraiment des tirés d'archives parce que du coup. Il y aura encore plus la guerre vraiment horrible. C'est ça. Et après, et surtout, sans vouloir spoiler, parce que regardez ce film, ce qui se passe après Noël. Voilà, après, on sait ce qui s'est un peu passé après Noël parce qu'il y a eu 1915, 1916. Non, je parle dans l'immédiat de ce qu'on voit dans le film. Ce qui se passe. La réaction des soldats par rapport au fait d'avoir fêté Noël. Aussi. Ce truc-là est vraiment arrivé aussi. Oui, tout ce qui est faire une trêve pour récupérer les cadavres, aider, ça va vraiment exister, mais accueillir l'ennemi chez soi parce qu'il y a un bombardement, ça vraiment. Pour moi, et le moment le plus drôle en fait, c'est vraiment une fois qu'ils ont fait des Noëls et qu'après ils arrivent plus à se battre. C'est ça, oui. Pour moi après j'ai un humour un peu chelou, mais pour moi c'est hilarant justement quand tu prends que le film comme ça, et après évidemment quand tu as le contexte historique tu te dis... Oui, voilà. Ouais, tu m'étonnes que c'est tellement un truc bizarre à vivre. Hier elle dure encore 4 ans et à point de mort, et c'est justement, du coup le film traite un peu de cette fraternité, de ce moment, de cette parenthèse, c'est le mot qui est dit dans le film, de cette parenthèse qu'il y a eu pendant quelques jours, et ce moment d'humanité dans un monde qui n'est pas humain en fait. Ce moment d'humanité dans ce moment où tout le monde est inhumain et tout le monde tue pour le nom d'un grand de supérieur, et c'est un peu cette chose que va remettre un peu en question le film, cette fraternité, est-ce qu'on a envie de tuer des gens en fait qu'on a appris à connaître, qu'on a un peu sympathisé, et dont on a découvert quelque chose sur eux, que ce soit la photo de leur femme. Qu'ils sont pas si différents voilà. de ça, qu'ils ont aussi des passions, des choses en commun. Ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est vraiment cette période de fraternisation qui est vraiment un moment d'apaisement, un moment de douceur qui est un peu apporté face aux horreurs qu'on a pu voir dans la première partie du film. Ces moments assez touchants, Diane Kruger est assez touchante dans le film. Moi je l'ai bien aimé, et j'ai bien aimé son personnage qui n'existe pas dans la vraie histoire de la guerre. C'est bien d'inclure un film, d'inclure un personnage totalement fictif, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que tu peux relier des choses oui. C'est déjà le seul personnage féminin du film, présente, pas cité. Mais donc déjà rapporte un peu sur et puis cette citoyenne qui de l'arrière-front qui découvre un peu les horreurs du front, la violence, parce qu'elle croit que tout est beau, tout est joli, et que à l'époque des lettres qui c'est ça. étaient survolées pour dire la guerre c'est chouette, c'est comme le plastique. Voilà, c'est ça. Maintenant on se remarque ah non c'est pas si chouette que ça. C'est ça, oui. Et qui du coup ce moment d'apaisement qui du coup se termine à un bout d'un moment après la guerre, et qui amène à cette fin qui est encore plus déchirant parce que du coup tu as eu ce moment de détente où cet espoir de paix enterré dans l'œuf qui ne peut plus exister, ce qui est un peu horrible, mais malheureusement ça va pas vite. En fait, c'est la grande histoire qui est intéressante. C'est ça. Et le contexte qui est intéressant, et pas forcément les personnages. C'est pour ça que c'est assez brouillon au début quand on présente les personnages, parce que t'en as un peu partout et tu te perds un peu dans les personnages et tu fais attends, tu me présentes une personne, mais tu passes à un autre, c'est qui ils sont, et du coup c'est un peu brouillon. C'est pour ça que la première partie, tout ce qui est avant la guerre et avant la trêve, est un peu brouillon, et qu'une fois que tout le monde s'est rassemblé et que tu as vraiment délimité qui était qui faisait quoi, tu profites vraiment. Ouais. J'aime aussi beaucoup la réalisation qui, sur certains passages, fait beaucoup penser au Sentier de la Gloire. Oui. Toutes les scènes dans les tranchées, parce qu'il y a beaucoup de scènes dans les tranchées qui indéniablement fait penser en fait à ce film, et je pense que ça a été
une référence parce que il y a certains passages où tu dis j'ai déjà vu ça quelque part, j'ai déjà vu ça chez Kubrick et je pense que voilà, et c'est vrai que c'est un peu un bon tremplin, je pense, pour pouvoir regarder des films de guerre qui, voilà, comme Les Sentiers de la Gloire, comme À l'Ouest, Rien de nouveau. Qui, je pense, voilà, ce film est un bon tremplin pour aller sur ces films qui s'inspirent. Clairement, il y a des grandes inspirations pour ces films-là. Et ben, si vous voulez découvrir des films de guerre, c'est un peu optimiste. Ouais, allez-y. Ou alors regardez La Grande Illusion. Voilà. Joyeux Noël, c'est bien. Non, La Grande Illusion, en plus, le film s'est terminé. Vraiment mauvais. Je dis ça, je dis rien. Et en plus, vous verrez un vrai acteur. Ce soir, des hommes que tout oppose ont eu envie de se rassembler, comme on se rapproche d'un feu en plein hiver. Peut-être pour oublier un peu la guerre. On peut le trouver facilement en DVD. Oui, bah apparemment il était sur Netflix avec une mauvaise version. Cherchez s'il y a version française et originale, regardez original ou c'est vrai que sur Netflix tu peux choisir. Mais le problème, c'est savoir est-ce que pour eux la version originale c'est pas la française, mais que du coup la version originale c'est quand même celle où tout le monde parle sa langue. Ouais. Alors que c'est censé être un film plus français que le reste, même si c'est une multiproduction. Ouais, il y a peut-être ça aussi, mais après, ou alors vraiment ils ont pas ils ont tout doublé comme des couillons. Et... Après c'est peut-être une version faite pour la télé française en fait. Hein. Oui, mais c'est possible aussi. Hein, vraiment prendre des gens pour des cons. Ça reste prendre les gens pour pas cher des sous-titres. Après c'est trouvable en DVD. Oui. En occasion à 2 balles. Oui, je dis ça parce que c'est comme ça que j'ai acheté. Mais oui, et puis de toute façon, vu qu'on est dans la période de Noël, je pense qu'il doit ressortir. Oui, je pense qu'il va ressortir. Et puis j'avoue que je l'ai pas été dans un magasin depuis un petit moment, mais oui, je pense qu'on est. Voilà. Merci en tout cas. Pour cet excellent choix, c'est vrai. C'est une bonne idée. Ça combine bien les deux. Là, tu vas nous parler quand même d'un putain de réal. Ah, ça, si on connaît le réal, effectivement. Ah, c'est un putain de réal, bordel de merde. Alors, je vais vous parler de Exilé. Qui c'est Johnito? Je fais un peu vite parce que bon, on est. Oui, on est pressé par le temps. On est pressé par le temps. Johnito, excellent réalisateur d'abord de films d'action hongkongais, et puis au fur et à mesure de sa carrière, il a fait autre chose. Par exemple, une comédie musicale qui est complètement pétée qui s'appelle Office. Voilà. Là. Pardon. Pas tout de suite, fais d'abord ta... Ouais, non, je vais parler du film d'abord. Exilé, donc film de 2006. Exilé avec Anthony Wong, Francis Nguyen, Roy Chung, Lam Sue et avec Simon Yam qui joue l'antagoniste. Pourquoi je précise ça, vous verrez plus tard. Des grands acteurs, Simon Yam. Des grands acteurs. Excellents acteurs. Oui, surtout Simon Yam qui est plus en guest, qui est en guest star dans la plupart des films de Johnito. Peut-être le plus connu, je pense, de oui. Anthony Wong, oui, c'est vrai, quand même. Anthony Wong, je pense Anthony Wong, faut être un peu plus à fond sur les films hongkongais que ce que Simon Yam, il a réussi à aller un peu ailleurs aussi. Mais Anthony Wong, merde. L'histoire, écoutez, c'est un gars qui s'appelle Wo qui revient à Macao.
Il se trouve que c'est pas une bonne idée pour lui de revenir à Macao, puisqu'il y a 4 de ses anciens camarades, on va dire mafieux, hein, parce que je ne sais pas dit si c'est la triade ou je sais pas quoi, mais 4... Tueurs à gages, quoi. Oui, c'est 4 anciens de ses camarades tueurs à gages qui reviennent. Heureusement et malheureusement pour lui, il y en a 2, ils sont là pour le protéger, 2, ils sont là pour le tuer. Qu'est-ce qui se passe? Fusillade. Et après c'est la suite du film. Oui, j'ai décidé de pas vous le dire le truc. Non mais c'est-à-dire que en fait au fur et à mesure du film, après cette première fusillade d'introduction qui est géniale, qui est genre vraiment, s'il y a un seul truc que réussit Johnny To, c'est les introductions de ces films, parce que entre ça et Breaking News, le mec est taré. À un moment il y a la porte qui se retrouve au milieu des 3 et qui se met à voler et tu comprends même pas comment elle atterrit là. Il y a aussi une canette aussi qui se met à voler. Oui, il y a un truc, il y a un flic qui revient régulièrement et pour lui foutre la pression, il se passe un truc avec une canette. Je vous en dis pas plus, c'est drôle, c'est un gag visuel avec une canette. Vraiment, le mec juste il shoot dans la canette et le flic il fait non, je me casse. C'est génial. Donc bref, en gros, après cette fusillade, les 4 qui arrivent, ils se disent bon, wow, on va t'aider à choper du pognon pour que tu te recasses. Parce que bon, le gars il redébarque, mais il débarque avec femme et enfant, du coup ils se disent donc en fait t'as besoin de pognon, on va t'aider à te barrer. Le problème c'est qu'en fait donc, les 2 qui étaient envoyés pour le tuer, c'est les gars qui bossent pour donc Simon Yam, donc l'antagoniste. Un gars à qui manifestement il a fait une énorme crasse. Lis ça s'il te plaît. C'est très intéressant Richard, mais c'est dommage qu'on ne voit pas ce que O a fait pour être exilé. Eh ben écoutez, il se trouve que de manière, on va dire, pas directe mais plus spirituelle, exilé est plus ou moins une suite à The Mission, qui date de 1999. The Mission, qui est donc un film avec Anthony Wong, avec Francis Nguyen, avec Roy Chung, avec Lam Sway et comme antagoniste, Simon Yam. Ça raconte donc 5 tueurs à gages, parce qu'il y a le 5ème, c'est pas le mec qui joue beau dans Exilé, c'est un autre gars, d'où le fait que c'est qu'une suite spirituelle. Ces 5 tueurs à gages en fait qui sont pris par les chefs de la mafia, parce que le chef de la mafia fait se faire buter, et ils sont considérés comme les 5 meilleurs, donc on les embrigade, et les mecs vont commencer à lier une amitié. The Mission, je le recommande également. Oui, non, il est tout est lié. L'amitié lie les gens. Oui, l'amitié lie les gens. Il y a surtout dans The Mission une scène où ils sont en train d'attendre dans un open space et ils jouent avec une boulette de papier, ils jouent au foot avec. Juste ils se font des passes au pied avec, et c'est vraiment, tu sens, c'est une scène où ils parlent pas et tu sens que c'est le moment où ils commencent à devenir tous potes. Et donc, le 5ème, qui est un acteur que j'ai pas cité, un moment il fait une connerie et du coup ils doivent organiser le fait que soit on le bute, soit on l'aide à se casser. Lien avec Exilé, oulala. Et donc voilà, je tenais à parler de Exilé de The Mission parce que c'est, comment dire, deux gros morceaux de ce qu'on pourrait appeler la trilogie de la camaraderie des filous de Johnny To. Oh non. D'accord. Mais pourquoi tu as dit trilogie? Effectivement, j'ai dit trilogie parce que en 2009, Johnny To a fait le film Vengeance avec, comme vous pouvez le voir ici, comment il s'appelle déjà? C'est Robert De Niro évidemment. Ah! Mais non Richard, c'est Johnny Hallyday. Mais oui, tu as raison, c'est Johnny Hallyday. Et dans bas, ça devait être Alain Delon. Exactement, ça devait être Alain Delon, mais Alain Delon il a dit non. Il a quand même décidé de garder l'hommage parce que ce monsieur joué par Johnny Hallyday s'appelle Costello. Référence au film Le Samouraï. Voilà, Costello qui donc va un jour chez lui et se rend compte que sa fille s'est fait défoncer la gueule. Sa petite fille, je crois qu'elle est morte. Ouais. Ou en tout cas, elle est à l'hosto. Et donc, il faut qu'il aille à Hong Kong parce que voilà, sa fille est quand même assez en état pour lui dire, pour lui montrer c'est qui lui a fait mal. Il va à Hong Kong. Problème, le monsieur, il a un truc qui s'appelle Alzheimer. Ah merde. Donc il perd au fur et à mesure la mémoire. Ce qui fait qu'il va rencontrer un moment Anthony Wong, Francis Nguyen, Roy Chung et Lam Sway, qui sont des gars qui travaillent pour Simon Yam.
Ah la vache! Et ils vont très vite se rendre compte que bon bah le gars, lui, Johnny Hallyday, il va leur proposer du pognon pour l'aider. Et donc il va se prendre des photos avec leur nom pour se rappeler d'eux. Et surtout, il se rend compte assez vite que c'est qui a commandité le meurtre de la fille de Johnny Hallyday, c'est Simon Yam. Vous sentez le côté trilogie, il n'y a que moi. Non, trilogie. C'est bon, merci. D'autant que Simon Yam a souvent joué des rôles de gentils. Oui. Donc là, c'est encore plus... Oui, donc là, mais Jonito lui fait beaucoup jouer des méchants. Donc, peut-être quatrième carte avant que je sois surpris ou pas. Oui, j'en ai d'autres. Non, alors, t'inquiète. Non, alors voilà, c'est juste pour dire que donc dans cette, j'ai envie de dire, trilogie de la camaraderie des philos, nous avons donc dans l'ordre The Mission, Exilé et Vengeance, qui sont déjà des bons films en soi, qui se rentrent dans la catégorie de amitié, parce que vraiment, dans chaque truc, ça devient des potes. Enfin, il y a des films où, dans Exilé, c'est déjà des vieux potes. Dans The Mission, ils deviennent des potes. Dans Vengeance, c'est des potes qui vont aider un gars, qui est l'objet ajouté. Et puis dans Exilé, t'as carrément des scènes de camaraderie. T'as des scènes de camaraderie. C'est-à-dire que la scène de fusillade d'introduction, elle est suivie par une bouffe. Ils disent, ok, c'est bon, c'est tiré dessus, maintenant on mange. Voilà. Et puis de toute façon, Jonito, c'est quand même un homme dont il faut voir les films parce que son sens de la mise en scène est incroyable. Dans ces films-là, plus particulièrement, son sens de la lumière est fou et veut tout dire dans le contexte des scènes. Bref, voilà, Jonito est un homme à voir, surtout voilà, dans des œuvres qui moi ont fait mon bonheur adolescent de oh mon dieu, des scènes d'action, ça peut être lisible et ça peut être beau. C'est-à-dire que honnêtement, les gars qui ont fait John Wick, s'ils sont pas inspirés de ça visuellement, c'est que je comprends pas d'où vient leur culture. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter de par toi-même, Joe? Non, rien à ajouter, à part que tu es vraiment très beau et que si je pouvais, je porterais ton enfant. Oh là là, c'est vraiment très gentil à toi de lire ces cartes où j'ai mis des trucs. Depuis le début, je fais semblant de lire. Je pense tout ce que je dis, l'intérêt flash. Oui, ok, d'accord, merci. Je connais aussi The Mission que je n'ai pas encore vu, mais je l'ai chez moi donc c'est une question de temps. Alors, moi j'ai vu que Vengeance. Ah, je l'ai pas vu Vengeance. Ça m'étonne pas. J'ai vu que Vengeance. Ça m'étonne pas. Et j'adore Vengeance. Oui, mais oui, tu vois, c'est qu'il a quand même un sens esthétique qui reste. La jaquette Vengeance, je la connais. Vengeance, c'est bien. Exilé, en fait, c'est toute la trilogie qu'il faut voir en fait. Oui, en gros. C'est littéralement ça. Oui, en gros, oui, j'ai à peine triché. J'ai dit 1, mais je me suis dit c'est Noël, faut être généreux, je vais en parler de 3. Bravo. 3 fois plus d'amitié. Voilà. Et 3 fois plus d'amitié. Apparemment. Et est-ce que sont facilement trouvables? Alors, je pense Vengeance est trouvable. Oui, Vengeance. The Mission, absolument pas. Exilé, je crois que t'as galéré aussi. J'ai trouvé The Mission. Exilé, j'ai galéré pour le D'accord. The Mission a dû peut-être être réédité. Je pense qu'il a été réédité, ouais. Donc elle est touchée Kevin. En magasin. D'accord. Non, parce que moi, j'avoue, j'ai mis des années à le trouver, The Mission. Et bon, au final, je l'ai trouvé en occasion, mais je suis très heureux de l'avoir trouvé. Il y a vraiment, pendant des années, je le regardais sur Amazon, il était à 101 € et j'étais en mode descends. 101 €. Sur Amazon. Oui. Et vraiment, je suis en mode baisse ton prix, connard. Déjà, Amazon, j'ai jamais compris leur En tout cas, en fait, littéralement, c'est que tu as présenté un film, en fait, tu donnes envie de voir la trilogie. Et oui. Bah, j'en ai vu un, mais en fait, ça me donne envie de voir tous les films, en fait. Parce qu'en fait, comment dire, juste parler un peu de comment fait Jonito fait de l'action, il prend son temps. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment pas, tu vois, même les scènes de fusillade, ils se mettent rarement à courir dans tous les sens, les gars.
C'est-à-dire le seul moment où ils courent vraiment, c'est parce qu'ils vont se planquer et qu'après ils prennent 2 secondes pour analyser, même s'il y en a, ils font tir du fait qu'ils sont plusieurs, parce que c'est forcément un groupe. Il y en a qui vont faire des tirs de couverture pendant que les autres analysent et disent bon, faut qu'on se barre par là, enfin des choses comme ça. En fait, c'est lisible et en même temps, c'est lisible, ça reste de l'action. Ça reste de l'action en fait. Parce que c'est pas, genre comme par hasard, tout le monde a le flingue rouillé pendant 5 minutes, ils vont rien foutre. Non, t'as quand même, ok, le danger est là, nous on est ici, bon, on va répondre, mais du coup, faut qu'on trouve la solution, et en plus, c'est beau. Je vais pas le dire assez, mais vous verrez par vous-même, c'est beau. En tout cas, tu donnes vraiment envie de voir toute sa trilogie. Malgré qu'il y a des trucs Non, et en plus, on parlait de gens qu'on trouve mauvais comédiens et tout. Je n'aime pas Johnny Hallyday en tant que comédien. Là, du fait qu'il joue un gars qui a Alzheimer, il parle le moins possible. Mais du coup, il a sa présence qu'il a sur scène. Hein. Quand tu le vois sur scène, tu dis juste il en impose. Mais du coup, il joue que sur ça. Et ça marche à mort. Ça marche. Ça marche à mort. Du coup, oui, l'idée par sa présence, par sa présence, il marche. Et puis ouais, du coup là, il n'est pas obligé de passer par le jeu d'acteur de la voix. Il y a un autre film d'Hallyday aussi où c'est joué aussi justement par sa présence, mais là il est beaucoup plus jeune. Ça s'appelle Le Spécialiste. C'est un western italien de Sergio Corbucci, je crois. Oui, c'est Sergio Corbucci qui a fait ça. Où vraiment, il parle pas beaucoup. Mais justement, c'est lié à sa présence. On peut pas nier à ça. En fait, Hallyday avait une présence de malade. Donc en fait, Johnito a compris ça. Bon, tu donnes vraiment envie. Je vais essayer de trouver la trilogie. Et on va terminer par le dernier film de la sélection, Julien. Suite des cartes. C'est une comédie. J'ai l'impression d'avoir fait du rap god vraiment. J'avoue que au début je t'en mode voir avec un pas. Donc c'est une comédie. On n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps là. Il reste. Ça va donner du rythme. Alors j'espère que je suis pas sûr d'arriver aussi rapidement que toi. Donc c'est une comédie. Une comédie qui s'appelle donc Joyeux Bordel. It's Christmas time, and y'all know what that means. It's time for big extravagant. Juste pour parler du film, parce que c'est vrai que j'ai pris un film, on m'a dit amitié et Noël, je pouvais mettre les deux, je me suis dit, c'est Noël, on va prendre un film plutôt comme pour le tien, voilà, qui se prend pas la tête, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas quoi que ce soit, c'est juste un bon film à voir en famille, qui traite une thématique plutôt intéressante, que j'ai rarement vu, enfin du moins dans les séries j'en ai vu plein, même de nos jours, hein. On parlait tout à l'heure en off de The Office justement, la série. Mais en effet, intéressant, c'est de parler de l'amitié, mais entre collègues de bureau pendant un jour de Noël. Dans un open space, Open space, oui, c'est ça. Donc comme il y a beaucoup en Amérique, c'est vraiment des lignes hautes. Il y en a un peu à Paris, mais c'est pas la même ambiance. Là, on est dans vraiment un open space vraiment typique américain. Alors, le film, je vais parler vraiment en deux parties, c'est-à-dire que je vais parler d'abord du fait de la partie un peu mauvaise du film, qui a fait beaucoup du tort. C'est sa bande-annonce. Il y en a qui vont se faire virer. Oh non, c'est ma sœur. Vous avez prévu une fête de Noël ce soir? Ah non, ce n'est pas une fête de Noël. C'est un petit cocktail multiconfessionnel, plus fédérateur. Ouais. Quel que soit son nom, ça n'aura pas lieu. D'accord, c'est annulé. Du con, tu crois peut-être que je t'ai pas vu? Ok, on fera comme tu voudras. Le film a été fait par deux scénaristes connus, qui sont John Lucas et Scott Moore, connus pour avoir déjà travaillé ensemble sur la saga The Hangover, oui, désolé pour mon anglais. Ou Very Bad Trip. Il s'est appelé en français par un titre anglais, Very Bad Trip. Oui, mais ça en France, on aime bien traduire les titres. Qui donc sont revenus en compagnie d'un certain Timothée Downline, j'ai du mal à dire aussi son nom à lui, donc pour faire un film. Donc, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai appris que la bande-annonce n'avait pas été faite par le même monteur, a été fait en parallèle. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur le tournage, il y a dû y avoir énormément de plans qui ont été faits pour vraiment être dans un délire total. Sauf qu'au final, on s'est aperçu que si on mettait tous les plans, on avait le film durait au moins un peu de 3 heures. Ouais, ok. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ça l'a fait voir, ils se sont dit, oh putain, c'est pas les créateurs, les créateurs, c'est vrai ici, c'est les créateurs donc de Very Bad Trip. Ouais, on est sur un film comme ça. Donc ils ont balancé une bande-annonce, enfin 3 bandes-annonces. Moi je vous ai envoyé en off avant, aujourd'hui, la meilleure bande-annonce, je trouve, celle qui justement reprend un peu mieux le film.
Parce qu'ils ont balancé que des parties en fait de délire. C'est-à-dire que je vais en parler en racontant le résumé, mais je vais raconter tout de suite. C'est que le résumé, tout simplement, c'est qu'on est dans une filiale d'une entreprise qui s'appelle Zonotech. Donc une entreprise qui fait dans tout ce qui est serveur, informatique et autres. Donc plutôt bien emporté dans le monde en général. Parce que même dedans, ils vont s'amuser à parler de Dell, des trucs comme ça à côté de leurs concurrents. Donc ils essayent de faire voir que genre l'entreprise existe. Totalement. Et ce qui se passe, c'est que l'une des filiales est en train de couler. Et du coup, sa directrice principale, qui est jouée donc, par Jennifer Aniston, donc connue pour avoir joué dans Friends, entre autres. Je sais que c'est toutes les séries que tout le monde va connaître en général. Oui, donc, Friends. On a fait beaucoup de comédies. Oui, moi je connais la famille Miller, que je joue dedans, j'ai plutôt bien aimé. Monstre puissant, je joue dedans. Oui, Marie et moi. Comment tuer son boss avec oui. Jason Bateman en plus. Oui, c'est vrai que les deux jouent ensemble. J'étais pas encore allé sur cet acteur-là, mais c'est vrai qu'ils ont pris de cours. Donc du coup, voilà, qui veut fermer cette filiale parce que elle fait plus de chiffres. Alors que son comment on pourrait dire ça, parce que t'as le patron, t'as la filiale et on va dire le responsable de la filiale, donc qui est notre autre que son frère, qui est joué donc du coup par un acteur que j'aime beaucoup, enfin je trouve qu'il est génial, c'est T.J. Miller. T.J. Miller, je sais pas comment on dit. T.J. Miller, donc alors pour ma part je l'avais vu dans un petit rôle dans c'était le comment il s'appelait ce Marvel Deadpool. On peut voir dedans. Après, je l'ai vu dans un rôle un peu plus sérieux dans le film Underwater, à côté de. Comment s'appelle celle-là déjà Bella de Twilight. Kristen Stewart. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait qui est un petit peu un fêtard, donc, mais qui respecte ses employés, c'est-à-dire que chaque année il veut à tout prix faire son Noël pour respecter ses employés. Sauf que là, cette année c'est niette, il n'y a rien du tout, on coupe tout. Sauf que au final ils décident de le faire, pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être un client potentiel qui peut peut-être sauver la boîte. Ils veulent ramener leur fête, donc ils vont quand même faire, malgré que la directrice a dit non, pas de fête, faire cette fête. Sauf que c'est une boîte qui a à peu près 200 employés, donc tout le monde se connaît pas forcément, donc c'est ça le film a joué là-dessus, c'est que plein d'employés qui se connaissent pas, ils vont d'ailleurs se connaître plus avec cette fête, parce que d'ailleurs certains dedans se détestent, au final c'est parce qu'ils ont beaucoup de trucs en commun. Et sauf que évidemment, scénariste de Bad Trip, ça va mal partir, ça va partir un peu en sucette. Mais le film va rester plutôt neutre, c'est-à-dire on est sur un film de Noël. Voilà. Et c'est là que la bande-annonce fait défaut au film. Elle a fait voir que les parties qui sont vraiment secondaires au film de fête. Alors que franchement on les voit vraiment en arrière-plan, on voit que c'est la merde, mais c'est pas le sujet du film. C'est le petit défaut. Et le deuxième défaut du film, c'est que sa troisième partie fait un petit peu plus téléfilm de Noël, vraiment téléfilm de Noël. Il faut qu'on termine vraiment sur un côté joyeux, qui est un petit peu bâclé, c'est dommage. J'en parlerai un peu plus tard dans le film. Voilà. Et donc du coup, en fait ce qui se passe dans celui-là, je pense que c'est un film un peu comme Terence Hill, spoiler quelques trucs, c'est pas le film qui va... c'est pas des spoils qui vont dire « Oh putain non merde, tu m'as gâché le film !» Non, c'est des blagues. Donc en effet on a plusieurs acteurs, alors j'avais fait de base une petite liste des acteurs, mais je vais vite les dire parce qu'il y en a énormément. Je vais dire les principaux parce que... Donc en effet, il y a Jason Bateman, récemment connu pour avoir fait la voix de Mike dans Zootopie. C'est le pour Noël, c'est bien sympathique. Nick, merci. Oui, c'est Nick, oui. Comparé à Bad Trip, où que l'alcool est présent, la drogue est présente, là on va le mettre vite fait, mais on va pas s'attarder dessus, parce que le but c'est de faire un film familial. On ne peut pas parler de tu verras très peu de trucs de bière et tout, tu verras les conséquences à l'après. C'est plus un gag et puis on passe à autre chose. C'est ça, et on voit juste les conséquences. Donc par exemple, ils ont par exemple le responsable de cette filiale, il a voulu faire les choses en grand, il a carrément ramené une crèche vivante, à un point de payer un bébé sur internet. Et le seul truc qu'il dit quand il dit mais toi t'as acheté un bébé, il fait oh, tu savais combien ça coûte sur internet. Voilà. Bon, après ce qui est dommage c'est que je dis le film il y a trop de choses et on sent que c'est un peu rushé du coup parce que il part du bébé mais voilà il n'y a rien d'autre après, c'est ça qui est dommage. Par exemple dans la bande annonce, à un moment donné il fait voir qu'il a acheté des rennes, on les voit dans l'ascenseur, l'autre elle dira, la maman ça dit mais tu les as acheté où, fait oh, on veut pas savoir. Et dans le film on les voit que dans les chiottes quand on est en train de voir le club des chiottes et que t'as l'autre qui rentre dans les chiottes fait ah désolé, un renne quand même. Puis il y a un autre personnage aussi intéressant, c'est que du coup tu découvres en effet l'amitié, tu découvres que mine de rien, en fait, des gars que tu connais pas forcément dans l'entreprise, en fait sont cool. C'est-à-dire qu'il y a un gars, ils ont pas DJ pour la soirée et ils veulent donner du lourd à leurs clients.
Et là en fait il s'avère que ils ont moins très bon. Ils savaient pas, c'est qu'un gars de l'entreprise s'appelle Joël, qui au début est un gars que j'aime beaucoup, c'est le gars qui râle sur tout. C'est-à-dire il râle et genre par exemple sur le prix des canettes et tout dans le distributeur, et le gars c'est qu'à un moment donné il y a un télémomar qui secoue carrément le distributeur est sur une canette, la canette se prend plein de la gueule. Je trouve la blague plutôt intéressante, surtout qu'après le distributeur il va se faire jeter carrément par-dessus la fenêtre dans le film. Et donc du coup lui en fait il dit oui genre je connais un pote qui est DJ, et en fait le pote qui est DJ c'est lui-même, sauf qu'il s'appelait DJ Calvin et il veut baiser tout ce qui bouge, il dit genre on va baiser sur le parking en face, il met l'ambiance, mais du coup tout le monde l'adore, à un point que tout le monde adore que tout le secteur de com va se retrouver avec lui dans les chiottes. À un moment donné, l'autre il va voir les portes, il va se retrouver avec tout le monde sa poêle, il va faire oh c'est nickel. En fait en gros ça va être une nuit dégueulasse. Une nuit dégueulasse, ouais c'est ça, une nuit un peu dégueulasse qui va se passer. Et pourquoi, excuse-moi parce que je vais te couper, parce qu'en fait ouais, le temps. Non mais tout à fait, là techniquement j'ai dit le plus gros vraiment du film. Mais pourquoi tu as choisi ce film en fait c'est surtout par rapport à l'amitié, c'est ça? Ouais, l'amitié et surtout parce que j'avoue que comme un petit peu toi avec ton papa, moi c'est un petit peu le même lien avec mon papa, c'est-à-dire que j'ai des goûts assez spéciaux en général. Donc moi par exemple quand tu me parles de Noël, je suis capable de regarder les Gremlins, comme je suis capable de regarder Terrifier 3. Voilà. Voilà. Donc, mais même quand j'essaie de faire des films plutôt sympathiques, mon père il est très difficile en film. Ouais. Et il s'avère à une époque quand le Covid n'était pas juste un petit rhume comme maintenant, qu'on devait rester chez nous, avec mon père on s'est retrouvés à Noël, on n'a pas pu faire Noël avec ma famille, on s'est retrouvés que tous les deux comme des cons chez moi à cause du Covid. Et là j'ai mis ce film là. Et mon père a kiffé le film. Genre il l'a regardé, il a l'habitude de se barre dans son coin, et là il est resté avec moi, il a regardé ce film. Parce que ce film traitait d'un truc qui est intéressant, c'est que mon père fait partie d'une génération qui, tellement leurs amis étaient presque leurs collègues de boulot. Oui, ok. Et du coup c'est pour ça que j'ai trouvé que ce film était une thématique intéressante. Intéressante là-dessus, sur les amis qu'on se fait au boulot. Et de voir en final qu'on a dans ce film une petite bande qui, mine de rien, travaillent très bien ensemble et assez timbré quand même, et qu'au final c'est cet événement qui va encore plus les rapprocher, et au final à la fin c'est un film de Noël, donc comme j'ai dit ça termine un peu comme un téléfilm, tout se passe bien à la fin, la filiale, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont un petit truc qu'ils veulent faire qui fonctionne à la fin, qui est mal amené je trouve dans le film, mais tant pis. En fait c'est un très bon film de Noël, sur l'amitié. C'est un goût de moment. C'est ça. Ok. On s'amuse bien. Il est facile à trouver un DVD Facile à trouver. Alors à l'époque, oui, je pense que de nos jours, il est pas. Oui, je pense qu'on peut le trouver facilement. DVD. Je pense qu'on peut le choper. J'avoue que moi j'avais été voir au cinéma. Il est sorti en salle. Oui, sorti en salle. Moi j'ai vu le cinéma, je m'attendais à rien. Je sais plus quoi voir au cinéma. J'étais avec des potes, on a plutôt bien rigolé. D'accord, je savais pas qu'il était sorti en salle. Il est plutôt sympa, les acteurs sont touchants, voilà, on n'est pas sur délire, quand il arrive à trip, on sent que c'est vraiment le délire. Là c'est côté sentimental qui est rapproché et qui fait que ce film-là je le conseille. En fait c'est une bonne comédie américaine. Je prends pas la tête, et à Noël franchement, moi je sais que j'ai fait une story bientôt de mes 5 films plus un bonus que je propose à Noël et il va être dedans. D'accord, deuxième choix. Ok. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je me sens vivant! Je crois qu'il s'est totalement foiré. Tu les as trouvés où? Mieux vaut ne pas savoir. Merci à vous messieurs pour les choix et pour ta trilogie. Cette trilogie que t'as vendue en je sais pas combien de minutes, mais c'était trop bien. J'avoue qu'au début j'avais peur, quand tu sortais la trilogie en mode on est parti sur messieurs, je vous souhaite un très joyeux Noël. Joyeux Noël. Vous aussi. Merci. De très bonnes fêtes de fin d'année. Si on se voit pas durant le 31 décembre. Dis-vous que moi je suis libre. Donc voilà, je suis invitable. Moi j'ai déjà été invité. Mais je sais pas où ça en est pour l'instant. Et je voudrais juste pour finir, alors c'était pas prévu mais en fait je vais vous l'avouer, mais il y a une perte dans le cinéma qui m'a énormément touché, c'est Rob Reiner. Oui, je l'ai pris aussi. Et je voudrais juste modestement dédier cette émission à Rob Reiner parce que ça fait partie de ces réalisateurs que j'aime énormément, qui a réussi à la fois à me terrifier avec Misery, à me faire rire aux éclats avec Person Bride. Et en même temps aussi parler d'amitié comme personne avec Stand By Me.
Et The Bucket List. Et The Bucket List. Et aussi, c'est quand même le même mec qui a fait Spinal Tap, qui est le meilleur documentaire de rock de tous les temps. Voilà, j'ai pas vu le 2. Il est sorti en France, il est disponible en DVD et Blu-ray, Spinal Tap 2. Je l'ai pas vu, j'essaierai de le voir. Qui du coup est pour toujours son dernier film. Et qui est pour toujours son dernier film. Et ce qui est étrange, c'est que son premier film, c'est Spinal Tap. Son premier long métrage, c'est Spinal Tap. Et voilà, je voulais juste dédier cette émission à ce grand réalisateur. Et voilà, joyeux Noël à tout le monde, bonne fête de fin d'année, en espérant que 2026 soit meilleur que 2025. C'est pas dur. C'est pas dur. Allez en salle de cinéma, aimez le cinéma, bouffez du cinéma, vivez la vie. Dormez du cinéma. Dormez du cinéma. Vomissez du cinéma. En fait, achetez un cinéma. Voilà. Dormez du cinéma. Ah, tu me dis pour Noël ensemble. Noël ensemble.